il y a élection, Trump. Est-ce qu'il y a une vraie crise ? Moi, j'entends beaucoup que c'est l'inflation, j'entends beaucoup qu'il y a beaucoup de chômage. C'est marrant parce que j'en parlais à mon père il y a pas longtemps. Lui, quand il a allumé la radio, quand il avait mon âge, c'était la même chose. On n'a plus d'argent, on va payer des impôts. Enfin, les impôts, ça c'est encore un truc, une excuse aussi que les gens se font. Ouais. Ils sont trop mobilisés sur l'impôt, quoi. En fait, les gens, ils veulent gagner beaucoup d'argent, mais ils veulent rien faire. Moi, je pense qu'il y a la crise et je pense que c'est réel. Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer ou pas ? Ce sera jamais le bon moment. Quand on te dit pendant 1 année et demie, t'inquiète, t'auras le droit au chômage, tu peux prendre 1 année et demie pour entreprendre, guess what ? Les gens, ils entreprennent au bout de 1 année et 7 mois. J'ai l'impression que sur l'indépendance, c'est ce que j'ai vécu, il y a personne qui te soutient. Je trouve qu'aussi entrepreneur, ça t'apprend à créer de l'argent. Vas-y meuf, parce que on peut tous le faire. À chaque fois que tu trouves une excuse, tu délayes le temps où t'as cette vie incroyable. En fait, si t'as pas réussi en France, il y a peu de chances que tu réussisses ailleurs. Ah bien, Voilà. petite balle perdue pour ceux qui sont là en mode on quitte la France, on va entreprendre ailleurs. Depuis quelques mois, je reçois ces messages tous les jours dans mes DM. Flavie, avec l'IA, je vais perdre mon taf. Non, mais là, tu comprends, c'est pas le moment de se lancer, il y a les élections présidentielles. Avec l'inflation, mes clients n'ont plus de budget. Il y a la guerre, il y a Trump, il y a la crise écologique. Franchement, les clients, ils ont pas que ça à penser. Et tu sais quoi, je comprends, parce que moi aussi, je me pose des questions. Et en 2025, je pense qu'on est tous passés par des phases où on s'est dit, ouh là là, le contexte économique, c'est chaud. Mais il y a aussi un truc qui me dérange. C'est que chaque année, il y a toujours des crises. Donc chaque crise, c'est des raisons de ne pas se lancer ou c'est des raisons d'abandonner. Et pourtant, il y en a qui arrivent quand même à se lancer et il y en a qui arrivent quand même à percer. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai réuni 3 entrepreneurs qui arrivent à très bien gagner leur vie en pleine crise. Alors attention, ces personnes n'ont pas tout réussi. Elles aussi, elles ont laissé quelques plumes en 2025, comme nous tous, mais elles sont toujours là. Elles continuent, elles persévèrent, elles sont plus déterres que jamais. Alors est-ce que 2026, c'est la pire année pour se lancer en freelance ou en solopreneur ? Ou est-ce qu'on se raconterait pas un peu des histoires ? Allez, accroche-toi, on va débattre de tout ça ensemble et ça commence maintenant. Solo Nation. Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode de Solo Nation. Aujourd'hui, on va t'aider à être plus fort que la crise. Et pour faire ça, j'ai un plateau d'exception. J'ai Sophie Grenat qui est avec nous, riche au féminin. Salut Sophie, comment ça va ? Trop bien. Alors toi, tu as aidé plus d'1 centaine de femmes à générer plus de 2 millions d'euros en plus de leurs revenus malgré la crise. Ouais. J'ai hâte de tout savoir. Tu vas nous expliquer comment tu as fait ce tour de magie. On a Paco Débonnaire qui est avec nous, les investisseurs 4.0, qui a fait sa meilleure année en investissement immobilier. Salut Paco, ça va ? Salut Flavie, ouais, ça va. Merci, cher youtubeur, de nous faire honneur de ta présence aujourd'hui. Et on a Laetitia Fall, qui a closé un max de deals en pleine crise, alors que tout le monde nous dit que les cycles de vente se rallongent, etc. T'as closé combien de clients l'année dernière ? Pas mal, hein, au moins plus d'une trentaine. Allez. Donc ça a fait de l'oseille quand même en 2025. Premier sujet un petit peu olé que j'ai envie de voir avec vous, c'est voilà, est-ce qu'il y a une vraie crise ? Voilà. Ou est-ce que c'est pas un peu des excuses qu'on se raconte ? Alors, je fais un disclaimer, je sais que tout va pas vous plaire dans l'épisode du jour, parce qu'on a des points de vue assez différents sur la question et on va peut-être même se fighter. Qui a envie de lancer le premier pavé dans la mare ? Je sais pas, par exemple, est-ce qu'il y a des trucs que vous entendez en ce moment et vous vous dites, bon, ça, c'est des excuses, quoi. Paco, allez, je te regarde, t'es face à moi. Ouais. Voilà. Ouais, moi je suis pas mal dans l'immobilier, dans les investissements et tout. Des trucs que les gens se posent souvent, c'est moi, ma banque n'arrive pas à me prêter de l'argent, ou alors le gouvernement, c'est un déficit incroyable, on n'a plus d'argent, on va payer des impôts. Enfin, des excuses comme ça, il n'y en a pas qu'une, il y en a vraiment plein. Ah ouais, mais toi en mode, mais c'est la cata là, je pense en mode, le truc ambiant là, il y a trop d'impôts, le gouvernement va faire faillite et tout. Et là, les investisseurs que t'accompagnes, ils te parlent de ça ? Ouais. En fait, les investisseurs qui ont déjà investi, non, parce qu'ils savent que ils peuvent justement le faire en fait en toutes circonstances. Mais les primo, c'est le premier truc qu'ils regardent, c'est à la télé, oh là là, le gouvernement, oh là là, tu vois. Ouais. Donc, donc toi, tu dis ça, c'est une excuse en fait de newbie, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà investi, un peu comme qui diraient les entrepreneurs d'avant, ils savent qu'il y a des crises, il y a des machins. Et les primos, c'est ceux qui n'ont pas encore investi. Eux, ils ont peur. Lancé, qui regardent tous les indicateurs, il faut que tous ils soient ouverts pour qu'ils y aillent, quoi. Ouais, un peu ceinture, bretelle, machin, comme le salarié qui va jamais vouloir se lancer parce qu'il va dire c'est pas le moment, c'est la crise, c'est le machin et tout. Ok, intéressant. Donc ça, peut-être un peu plus dans la case excuse.
Parce que finalement, des vicissitudes économiques, il y en a eu de tout temps. Ok. Ça fait combien de temps que tu es investisseur, toi, Paco ? Moi, ça fait 7 ans. Ok, 7 ans. Ok. Bon, ça va. T'as pas encore. Tous tes cheveux sont pas blancs encore. Non, pas encore tous. Pas encore tous. T'as résisté aux crises. Non, il y a des hauts débats, mais voilà, c'est normal. Ça marche. Sophie, excuse préférée des gens autour de toi, tes clientes, tes prospects. Ben moi, j'entends beaucoup que c'est l'inflation, j'entends beaucoup qu'il y a beaucoup de chômage, que c'est compliqué de trouver un boulot, que c'est compliqué de se lancer, qu'avec les enfants. En fait, c'est marrant parce que j'en parlais à mon père il y a pas longtemps. Lui, quand il a allumé la radio, quand il avait mon âge, c'était la même chose. Moi, quand j'allume la radio, je n'écoute pas la radio depuis 12 ans, mais quand je suis avec lui, il y a toujours France Info, c'est insupportable. Et à chaque fois que j'écoute, je dis « Ah, mais c'est pareil, c'est toujours la merde. Il y a toujours des guerres, il y a toujours la famine, il y a toujours des trucs en Israël, c'est toujours pareil. » Donc en fait, est-ce que la crise, vu qu'elle est toujours là, qu'elle est permanente, ouais. Puis avant nous, nos grands-parents, il y avait la guerre, donc il y avait toujours la merde. Est-ce que c'est ton excuse ou est-ce que c'est ton propulseur ? Et en fait, c'est pas la crise qui est importante, c'est qui tu es à travers la difficulté. Parce que qui tu es quand c'est difficile, ça démontrera qui tu seras quand ce sera facile. Et c'est ça qui est important, en fait. Parce que des crises, il y en aura toujours. Et puis après, quand il y aura plus de crise, il y aura les enfants, puis il y aura la fatigue, puis il y aura les nuits blanches, puis il y aura l'engueulade avec ton gars, puis il y aura ta meilleure amie qui te parle pas. C'est clair. Et ça, parfois, c'est pire que l'inflation. Qu'est-ce que tu fais, en fait ? Je pense que tu décris peut-être aussi le persona réel de l'entrepreneur versus la personnalité publique. On a l'impression que l'entrepreneur, c'est celui qui a tout réussi, qui a tout vu avant tout le monde, alors qu'en vrai, être entrepreneur, c'est gérer des problèmes. On est tous pareils, on a tous les cheveux sales à un moment. Hein. Donc peut-être, voilà, tu te dis, finalement, il y a plein de problèmes et c'est OK. Et c'est la personnalité aussi de l'entrepreneur de dealer avec. Mais pas que l'entrepreneur. Toi, tu as aussi des femmes salariées. C'est tout le monde. Et en fait, c'est vu qu'il y a la crise anyway, depuis même Cro-Magnon, je suis sûre qu'il était en galère. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est quelle est la beauté que tu veux créer dans le monde et comment tu veux naviguer à travers ça. Ok. Ouais, puis au moins c'est égalitaire d'une certaine manière. C'est-à-dire que ces crises, elles nous traversent tous et tout. On va voir. Je vais jouer à des petits jeux. Je sais pas si c'était cool de jouer à des jeux sur la crise, mais en tout cas, c'est pour être moins anxiogène aussi, parce que je trouve que ce climat ambiant, il nous mine le moral aussi, il mine le moral des entrepreneurs. Alors Laetitia. Alors moi je suis pas d'accord. Mais bon, moi je pense qu'il y a la crise et je pense que les gens, je pense que c'est réel. Et moi je suis pas vraiment, en tout cas je suis pas de team de. Parfois je vois beaucoup en fait les gens se dire ouais non mais on est dans une période normale, faut juste vouloir, etc. Moi j'ai un peu de mal avec ça, mais c'est mon avis. Pourquoi ? Parce que je pense que quand tu fais ça, t'essayes pas de résoudre en fait des problèmes qui pour moi là aujourd'hui sont vraiment systémiques, voilà. Et voilà, en fait, pour moi, c'est réel que même je le vois dans mon métier à moi, que c'est beaucoup plus compliqué pour les gens de closer des deals, que même des grands groupes aujourd'hui que je peux accompagner, ou même des scale-up qui étaient très sexy, aujourd'hui commencent à tirer la langue. Donc c'est des choses en fait qui sont factuelles, qui sont objectives. Après, qu'il y ait des gens qui tirent leur épingle du jeu sur une crise, ça a toujours été. Même en 2008, il y a des nouveaux métiers qui se sont créés et c'était la crise la pire qu'on a pu connaître. Je sais pas si vous étiez dans le monde du travail à ce moment-là, mais c'était pas fameux. Mais moi, j'étais dans le milieu de la tech, donc ça allait. Tu vois, mais ceux qui étaient pas dans le milieu de la tech, c'était compliqué. Donc, j'étais dans les meilleurs milieux, etc. Donc, bon, voilà. Pour moi, je pense que c'est pas des excuses et que je pense qu'en fait, il y a certaines personnes qui doivent prendre quand même la mesure pour savoir justement, toi tu as créé un incubateur, je veux être solopreneur où je dois aller, quoi. Oui, voilà. Savoir choisir les bons sous-segments dans des marchés en crise, parce que effectivement la crise elle est pas homogène. Il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu et d'autres non. Et c'est vrai que si tu restes accroché comme une moule à ton rocher à la mauvaise spécialisation, je sais pas, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, l'IA qui arrive. C'est ça. Tu t'accroches à un truc où en fait tout le monde t'a remplacé par une IA, je pense que c'est peut-être pas là qu'il faut mettre l'énergie. Intéressant. Néanmoins, toi qui coaches aussi des commerciaux, c'est quoi les pires excuses que t'entends ? Parce qu'il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Alors que la crise, elle est là pour tout le monde. Enfin, moi, je suis une ancienne directrice commerciale. Non, mais donc je suis comme d'accord par avec hasard, les gens, ils avaient toujours des trucs pour justifier qu'ils atteignaient pas leurs objectifs. Je suis d'accord, mais tu vois, ça change pas. C'est-à-dire que, en fait, tu regardes, c'est toujours les mêmes. Tu regardes le CRM, tu vois l'activité, elle est comme ça, en fonction de si t'es derrière le sales ou pas. Ça colle pas beaucoup, ça envoie des mails générés par l'IA, ça ne relance pas ses clients, ça c'est terrible. Voilà, ça change pas. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dire aux boîtes, c'est que vos commerciaux sont pas devenus nuls du jour au lendemain. Il y a un contexte où, je sais pas si tu as ce chiffre, mais 50% des boîtes n'ont pas atteint, c'est un chiffre américain, mais leurs objectifs commerciaux. C'était 70% l'année dernière. Donc 50%,
C'est beaucoup quand même. Ok, donc c'est un chiffre qui est en aggravation, c'est ça? C'est un chiffre en aggravation. Parce que l'année dernière, 70% les atteignaient, et là, il n'y a que 50% qui les Exactement. atteignent. Ok, intéressant. Ok, bon, on va voir. C'est quand même pas rassurant ce que tu nous dis. Après, je sais pas, il y a un contexte quand même de guerre, il y a un contexte avec l'IA, tu vas en parler tout à l'heure. Enfin, pour moi, je suis désolée, c'est pas... Ça dépend des niveaux, je pense, parce qu'en fait, il y a le micro et le macro, tu vois. En fait, je suis d'accord, faut pas être complètement insulé dans son île, il faut se comprendre, en fait, comment sont les choses, mais c'est vrai que le taux, en fait, de consommation des médias dont on a besoin, en fait, pour prendre des décisions avisées quand même et continuer à avancer, il est beaucoup moindre que la consommation qu'on fait, tu vois. Typiquement, moi, je pense, je regarde pas les médias du tout, donc peut-être trop pas, moins que j'aurais dû. Peut-être une fois par mois, ça suffit, tu vois, juste pour avoir un petit peu de « Ok, c'est ça qui se passe. » moi, je regarde tous les jours, donc peut-être que c'est pour ça qu'on est biaisé. Mais tu vois, alors, deux réactions. T'en parlais dans ton épisode Mastermind, t'as aussi un podcast, en plus de Vendu, t'as un podcast avec des potes ou 20. Tu disais toi-même, ça m'angoisse. En fait, je regarde trop les infos, etc. Et du coup, ça m'a mis dans un bad mood par rapport à mon activité, etc. Ça m'a fait douter. Et ça, je trouve qu'on le voit beaucoup chez les indépendants. Et c'est sur ça que je veux rebondir aussi. Je comprends qu'une scale-up déjà installée ait peur avec l'IA, voire même que ses ventes se cassent la gueule. Mais nous, les indés, en fait, on peut changer comme ça, en un claquement de doigts, de persona. On est beaucoup plus agile, tu vois. Alors pourquoi il y a des gens, ils se disent « Ok, c'est la merde ». Du coup, c'est comme si c'était en tétanie, tu sais, un peu comme un animal pris dans des phares. Tu vois, parce qu'en fait, c'est quand même la promesse, tu vois. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai monté une boîte, une start-up, jusqu'à 60 collaborateurs. Et après, je suis devenue solo. Si je suis devenue solo, c'était pour avoir une certaine liberté et une légèreté d'esprit. Et en fait, cette légèreté d'esprit, je suis désolée, mais par rapport au contexte, j'ai l'impression que je peux pas forcément l'avoir, quoi. J'ai pas, en fait, la même c'est différent, j'ai pas 60 salariés. Mais, en tout cas, je suis pas en mode, genre, ce qu'on m'avait promis quand j'ai commencé, alors il y a un petit moment, mais du truc où j'allais être à Bali et j'allais faire du surf comme Flavie, et puis voilà, quoi. Et mon chiffre d'affaires allait faire comme ça. Non, en fait, je suis obligée de pivoter, j'ai l'impression, tous les 6 mois. J'ai l'impression, il y a quand même un peu des efforts, faire du super contenu, augmenter toujours être toujours meilleur. Et donc, je suis quand même challengée. Je dis juste que c'est un contexte qui nous challenge. Ça veut pas dire qu'on va pas y arriver. Hein. Non, mais hyper intéressant. Et puis moi, ce que je voulais dire aussi, on va en parler tout à l'heure, c'est les crises, c'est quand même des opportunités. Parce que là, tu dis, il y a 20% de plus d'entreprises qui atteignent pas leurs objectifs commerciaux. Moi, tout de suite, je pense à ton taf. Ah oui, et je me dis, moi, j'ai du taf. Laetitia, boulevard, elle va faire x2 sur son chiffre d'affaires de sales coach. Bien là, sûr. Tu peux aller leur claquer cette stat et leur dire, les gars, clairement, si vous m'appelez pas, vous êtes dans la merde. Oui, clairement. Non, mais pour moi, j'ai un job, j'ai du job, pas de problème sur ça. J'adore. Alors, en tout cas, le constat sur l'entrepreneuriat, il est, on va dire, mitigé. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas pire dans le salariat, Sophie? Parce que toi, tu bosses aussi avec des salariés et je trouve que des fois, on dépeint un truc infernal en freelance, genre en mode c'est hyper dur d'être freelance, etc. Oui, c'est pas facile, il faut trouver des clients, il faut réussir à générer de l'argent et tout, mais est-ce qu'on est mieux loti dans le salariat? Mais moi, j'ai vraiment l'impression que je suis dans un microclimat. Parce que ce que toi, tu m'as décrit, moi, c'est pas du tout le monde dans lequel je vis. En fait, moi, j'écoute plus les infos. Je pense vraiment que ça m'aide énormément. Et en fait, la réalité que j'ai envie de créer, c'est celle que je crée. Et c'est celle dans laquelle mes queens, donc les femmes qui rentrent dans mon accompagnement, rentrent. Et moi, j'ai à peu près 50% d'entrepreneurs et 50% de salariés. Okay. Donc, bien sûr qu'il y a la crise. Mais quand elles arrivent, c'est vrai qu'elles ont cette énergie négative. Puis quand elles rentrent dans mon monde, c'est « anyway, ça existe ». Et je suis d'accord avec toi quand tu dis « c'est un contexte ». On n'est pas en train de dire « non, tout va bien ». Tu vois, on n'est pas en mode délulu. Mais on est en mode « ça existe ». Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je trouve que dans la crise, ce qui compte dans le monde, c'est juste d'être excellente. Et c'est juste de vouloir vraiment faire la différence. Parce que, en fait, j'ai remarqué, mes queens, quand elles rentrent dans le salariat, quand tu rentres, on te demande juste d'être là. On te demande pas d'être bonne. On te demande d'être là. Quoi qu'il arrive, tu vas être payé. Et même si t'es pas là, on te paye. Parce que la France est cool. Tu vois? C'est peut-être pour ça qu'on est en crise. Elle a une petite balle perdue quand même. J'attendais la petite balle perdue sur le gouvernement quand même dans l'émission, j'adore. Et du coup, t'as juste besoin d'être là. Et c'est pour ça d'ailleurs, je fais une parenthèse, quand tu deviens entrepreneur, parce que tous ceux qui deviennent entrepreneurs, souvent on a été salariés avant. Et en fait, tu te dis, c'est marrant, je suis là. Je suis là en tant qu'entrepreneur, mais j'ai pas autant d'argent. Et c'est là que souvent, on a moins d'argent, on passe de salarié à entrepreneur, parfois on a moins d'argent. Et on a plus de stress, on travaille comme des malades. On se dit, merde, j'étais mieux avant en tant que salarié. C'est juste qu'en fait, on a pris notre énergie du salariat pour la mettre dans l'entrepreneur. Mais en fait, être là, en tant qu'entrepreneur, c'est pas suffisant. Faut être excellent. Et donc moi, c'est la vibe que je donne à mes queens. Je leur dis, peu importe l'IA, peu importe tous les trucs, les meufs, si vous êtes excellent et que vous voulez vraiment, vous voulez pas un salaire, vous voulez faire la différence, eh ben, l'argent sera la conséquence.
Et donc, du coup, on s'en fout de la forme, que tu sois salarié ou indépendant, tu peux faire plein d'argent si tu apportes une vraie valeur. C'est quoi la vraie valeur que tu peux apporter dans ton travail? Et du coup, oui, peut-être que les filles, quand elles rentrent, elles me disent c'est la crise. Mais quand je leur apprends ça, et quand je fais du 1 à 1, genre, OK, toi, t'es thérapeute, c'est quoi? Et par exemple, ton cabinet, il est pas plein. OK, nickel. Comment on fait pour le rendre plein? C'est quoi la différence que tu vas apporter? C'est quoi la valeur que tu vas apporter? OK, t'es directrice des opérations dans une grande boîte. Super. Quelle est la valeur que tu peux apporter à ta grande boîte? Et ça, je pense que c'est un gros différentiel, un gros shift de mindset aussi entre salariés et entrepreneurs. Parce que quand t'es salarié, on te demande pas forcément de créer de la valeur, on te demande d'occuper un job dans un organigramme. Et moi, je vois 2 sujets aussi. Tu as travaillé sur l'excellence, donc tes expertises et tout ça, travailler aussi sur la mentalité. Et je pense que peut-être la mentalité, c'est aussi un sujet qu'il faut plus travailler en cas de crise. Tu vois, c'est pas pour rien que les gens, ils prennent des coachs, des thérapeutes, qui vont faire du sport. Pourquoi tout le monde fait des marathons et des Hyrox? Tu vois, des fois, moi, je me dis, ça, c'est vraiment symptomatique du manque de crise. Plus tu cours, plus t'es dans la galère. Ouais. Toujours plus. En général, c'est ça. Allez, bon, pour statuer, je vous ai préparé un petit jeu. Et on va regarder si les gens ont des excuses en béton ou en carton. En carton, on va prendre drapeau jaune. Et en béton, on va prendre drapeau noir. OK, c'est parti? Allez, première excuse. Carton, béton. Je peux pas me lancer, j'ai un prêt immobilier à rembourser. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Carton, ouais. Carton, c'est ça. OK. Jaune. Vas-y. Ah, alors, pourquoi t'as mis drapeau noir? Parce qu'en fait, il faut que tu sois safe. Oui. Non, mais moi, je dis qu'il y a une crise, donc règle ton problème. Après, va prendre un job en salarié, essaie de te mettre bien, et puis après, tu te lanceras et tu prendras des risques. Voilà, c'est mon truc. Vas-y. Je pense pas que, en fait, avoir un prêt immobilier, ça veut pas dire être pauvre. Et ça veut pas dire ne pas avoir d'argent ailleurs. Oui. Et souvent, la pauvreté, elle peut être réelle ou elle peut être ressentie. Parfois, il y a des gens, ils ont des 50 000 en banque, mais intérieurement, ils sont à moins 50 000. Ouais, la peur du manque. Et puis ça dépend aussi de ton éducation. Tu vois, si tu as été éduqué, tout le monde autour de toi a de la thune, tu sais que tu as de la sécurité, etc. Ça peut changer grave les mentalités. Et parfois, trop de sécurité, ça t'empêche d'y aller parce que tu te dis... Exactement. En fait, la psychologie de l'argent, elle est propre à chacun. Donc, pour moi, dit, si tu m'avais dit j'ai un préconso, ça m'arrête, j'aurais peut-être dit oui. Non, mais en vrai, j'ai jamais été dans cette situation-là, donc en fait, j'ai mis carton. Mais quoi qu'il arrive. Tu vois, moi, je pensais à toi sur l'IMO et moi, j'ai mis carton parce que pour moi, acheter, c'est embêtant d'être freelance quand t'achètes. C'est quand même un peu galère, on va pas se mentir. Montrer ses exercices et tout. Par contre, si t'as déjà acheté, t'es refait. C'est le moment de se lancer. Moi, moi, j'ai d'abord acheté ma maison à Nantes. Et après, j'ai fait salut, démission, allez, you, Pôle emploi. Le banquier, il était deg. Il m'a vu arriver, il s'est dit, elle est bien, celle-là, et là, bam, Pôle emploi. C'est le meilleur move quand t'es freelance, quoi. C'est d'acheter d'abord et ensuite de bouger. Voilà, donc immobilier, toi, let's go, quoi. C'est pas une excuse pour pas. Et si le banquier, encore une fois, il l'a validé, c'est aussi le banquier, il a le rôle aussi de validateur. S'il dit non, c'est pas pour rien, c'est parce que ton dossier il est en carton. Donc, Exactement. En plus, je crois qu'une énorme majorité des freelances qui se lancent gagnent plus qu'en tant que salariés. Ouais, je pense. Moi, j'étais un épiphénomène où j'ai gagné moins, mais en vrai, quand la plupart des gens, toi, t'es une anomalie, quoi. Les gens qui sont généralement C-level de grands groupes, ils viennent pas freelance à la fin. Ils viennent pas amuseurs, ils sortent pas des drapeaux, ils font pas des émissions YouTube. Je suis une anomalie. Allez, deuxième excuse. Je veux pas perdre ma sécurité et ma mutuelle. Comme excuse, comme excuse. Excuse carton ou excuse béton? Oui, non, béton. Ouais, voilà. Ok. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez vécu ça? Moi, je suis pas la meilleure là-dessus parce que moi, je m'étais occupée de rien. J'avais perdu ma date de portabilité. Franchement, je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat en mode phobique administrative. J'avoue, je suis pas un modèle, mais je sais pas, ça m'a pas fait peur. Moi, j'avais une boîte avant, donc c'était pas pareil. Prête. Ouais, j'étais prête, on va dire. Ok. Moi, je me suis expatriée très jeune, donc j'ai jamais eu plus aucun avantage. Ok. De toute façon, tu te rappelles le mastermind où on s'est rencontrés là, Jérôme, le fiscaliste, là, il dit qu'est-ce qu'on s'en fout là de la sécu, tu gagnes juste plus d'argent en tant qu'entrepreneur, tu fais un effet de levier et puis tu peux te payer ton opération. En fait, c'est l'illusion de la sécurité, alors qu'en fait, bien souvent, quand tu regardes, t'es moins bien payé partout, t'as moins d'avantages. Donc c'est ça. Donc peut-être tu payes en complément plus de trucs de santé parce que t'as pas la couverture, mais la couverture, tu peux vite la compenser par tes nouveaux revenus que tu te crées en entrepreneur. Mon conjoint ne me soutient pas. Béton ou carton? Ouais.
Voilà. Et t'as les deux, toi? Moi, j'ai mis les deux un peu. Après, ça sent le vécu, du coup. Ça sent le vécu. Chérie, soufflé en même temps. Je t'adore, mais tu sais que par moment, voilà. En fait, moi, pourquoi je dis ça, c'est parce que je trouve qu'il faut une sacrée force de caractère quand tu te lances en indépendant pour supporter les remarques parfois de tes proches. Parce qu'en fait, moi, justement, typiquement, j'ai eu ça, mon mec que j'adore et qui me soutient, mais il m'a projeté sa peur du manque sur moi. Et donc, lui, il est salarié. Et du coup, j'étais là. À un moment, j'ai dit, écoute, on coupe court. Je mettrai tant par mois sur le compte commun, comme d'hab, mais tu t'arrêtes de projeter ta peur sur moi. Et je trouve que, malheureusement, je vois beaucoup de femmes, souvent c'est des femmes, où le conjoint est pas méga supportif, quoi. Genre, ah oui, mais est-ce que tu seras là pour garder les enfants? Ah oui, et du coup, voilà. Et puis moi, j'étais aussi le plus gros salaire dans le couple. Donc, je pense qu'il y a eu un peu la peur de, oula, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu l'as vécu, toi, ce côté-là? Non, entourage? côté, oui, mon frère notamment, qui est vraiment averse au risque de fou. Okay. Mais moi, avec ma compagne, non, pas de problème. J'ai pu faire ce que je voulais. Quoi. Et toi, Sophie, tu les aides peut-être aussi à gérer ça? Parce que je me dis, parfois, c'est des angles morts dans les accompagnements business. Tu sais, t'es là en mode, alors ton offre, elle est nickel, ton machin est nickel, mais si t'as ton mec qui tire dans les pattes, je pense que ta confiance, elle est à J'ai fait un quoi. podcast là-dessus. Ouais. Ah, ok, vas-y. Parce qu'en fait, même avant que les femmes rentrent dans mon monde, parce que mon monde, les femmes le comprennent, les hommes, ils sont en incompréhension et ils sont en rejet. C'est genre, mais c'est qui cette meuf-là? Elle se prend pour qui, cette petite blonde, à nous dire que... Et à faire changer ma femme? Bah oui, tu m'étonnes. Tu vois? Parce que moi, je les rends riches, belles et heureuses. Donc après, souvent, elles se disent, peut-être que j'étais une autre personne quand je suis tombée amoureuse de toi. Tu les fais divorcer? Non, je les fais évoluer. En fait, il y a deux options. Soit les mecs en PLS. Soit ils retombent en amour avec leur couple parce que le gars il dit, oh my god, ma femme devient incroyable, il faut que je level up sinon elle va me quitter, tu vois. Et donc il crée un couple hyper fort. Ou alors c'est d'autres conversations. Il y a de l'animosité. Mais souvent les femmes, quand elles rentrent dans mon accompagnement, c'est parce que je suis chère, comment je vais justifier cette somme-là à mon conjoint. Ah, c'est terrible ça. Et moi je leur dis, t'as pas à le faire, t'as pas à justifier, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Mais j'avais eu un prospect qui m'a demandé d'accompagner un peu quelqu'un qui faisait comme toi, et j'avais été choquée parce que j'avais écouté, du coup, généralement je fais toujours comme ça, j'écoute un call de sales, et j'avais été choquée d'une nana qui avait dit faut que je demande à mon conjoint. Et j'étais en mode genre alors que c'était pour lancer en fait sa activité en étant indépendante, et j'étais en mode genre elle avait trop envie, tu vois, elle était en train en mode signature, et elle dit mais voilà, je reviens vers toi, je peux pas te dire oui tout de suite, et c'est vrai que voilà. Mais moi en fait je pense qu'au-delà du conjoint, je pense qu'en fait j'ai l'impression que sur l'indépendance, c'est que ce que j'ai vécu, il y a personne qui te soutient. Oui. Je sais pas, c'est-à-dire que même tes anciens collègues, tes anciens potes, il y a personne qui like ton post. Il y a personne et en fait c'est comme si les gens avaient peur de toi en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait, etc. Par contre, jusqu'à que quand tu commences à ça péter, marche, alors là c'est bon. Là il y a tout le monde dans et là ils les DM. t'écrivent sur WhatsApp en disant c'est trop bien ce que t'as fait. Je savais que t'allais réussir. Ah ouais. Et t'es en mode genre non mais j'avais besoin de toi en fait les 2 premiers mois où j'étais pas très safe, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est conjoint, mais tu peux étendre aux amis et aux anciens collègues. Moi j'étais choquée des anciens collègues. Moi j'ai raconté dans un podcast, en fait moi j'étais déjà partie de la Poste pour le privé, et là j'avais déjà compris qu'en fait il y a plein d'anciens collègues que tu perds déjà rien que tu changes d'entreprise. Ouais, c'est ça, en fait tu leur sers plus à rien, et du coup je me suis dit ok bon, tu sais quoi, ça j'ai compris ça aujourd'hui. Continue, trace ta route, et ça m'a fait pareil dans l'entrepreneuriat. Allez, avant-dernière excuse, j'ai des enfants à charge. Alors, j'en ai pas, donc du coup, mais je pense pas que c'est une excuse. Pas, ok. Paco non, je comprends. Avec un bonus, quoi. Pour moi, d'avoir des contraintes en tant que parent, en fait, ça apporte des choses, parce que ça apporte des façons de contourner, d'aller plus vite, de productif. T'es jamais aussi peu productif que quand t'as devant toi un boulevard, pas de temps, Qu'est-ce qu'on faisait avant, Paco? Qu'est-ce qu'on faisait de notre temps? Non mais ouais, je me suis affolé, j'y pense plus parce que ça me panique aussi. C'est des trucs que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait. Complètement d'accord. Mais non, c'est clair. On a vu Clotilde Dussoulier qui est venue dans un épisode et qui disait exactement ça. Elle dit moi je suis trop contente d'avoir entrepris à partir du moment où j'avais des enfants, parce que sinon je pense que je me serais cramée à la tâche et tout. Donc oui, il y a des moments, on va pas être angélique, il y a des moments, si t'as fait une nuit de 2 heures parce que ton gosse avait la bronchiolite, c'est pas là que tu vas trouver ton idée de produit scalable le lendemain, mais tu vois, ça s'égalise. Et au final, moi, ça a été aussi un énorme driver, parce que moi, quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, purée, j'ai envie de construire un truc, tu vois, je sais pas pourquoi, j'ai envie de leur laisser. Il y a plus ce côté legacy qui s'est mis, alors qu'avant, j'étais plus en mode pépère salarié. Mais c'est marrant, c'est exactement la conversation qu'on avait en off. Je suis tombée sur un post d'un gars qui disait que les multimillionnaires ont beaucoup d'enfants. Parce qu'en fait, ça les motive trop. Ah, c'est et ils trouvent des trucs, parce que cette histoire d'héritage, de legacy, quand t'es tout seul, t'es tout seul. Si tu bouffes pas, tu bouffes pas. Mais si t'as des enfants, puis t'as une femme ou un gars, et que tu les aimes, et que tu veux... Tu sais, on dit souvent,
je suis prêt à mourir pour toi, mais est-ce que tu es prêt à vivre de manière extraordinaire? Est-ce que tu es prêt à construire, à être en santé, à avoir tout cet argent? Ça, c'est difficile. C'est plus facile de mourir que faire tout le reste, tu vois. Bon, chérie, faut qu'on continue à faire des enfants parce que moi, il faut que je sois multimillionnaire. Donc voilà, si ça peut être un critère, let's go. Allez, la dernière, j'ai pas fait d'études. Oh, mon Dieu, ça sert à rien les études. Voilà, allez, ça sert à rien les études. Alors racontez-moi, parce que là, on peut. Ah non, ça sert à rien. Ah là, ok, vas-y. Mais je pense que c'est un peu comme le truc des enfants. Ça veut dire que quand t'as pas fait d'études, t'as pas un parcours classique, t'as une voie réelle, t'as pas de stress, t'as pas d'attente. Quand t'as un mec qui a fait HEC, tout le monde attend de lui. On t'attend quelque part quand même. Si tu fails, t'es solopreneur, tu lances ton truc, ouais, je vais me lancer. T'as fait HEC, en 3 ans, t'as pas fait d'argent. Compliqué. Ah, j'adore. Ah bah oui. Ça t'enlève. Toi, tu dis que c'est plutôt un avantage. Ah, moi, je de pense que pas c'est un avoir fait avantage. d'études pour être moi, pour entreprendre, je pense que t'as pas fait d'études, Ok. Et même pour les parents, ils attendent rien de toi, ils se disent pas, enfin, tu vois. Donc ils se disent, bon, elle fait son Encore truc. un délire. Ah, c'est bon. Ah, si, moi, je pense que c'est un avantage. Études, pas études, Sophie? Mais moi, j'ai un autre avis. Pour moi, alors évidemment, je prends pas en compte les études d'avocat, de médecin. Oui, Tu bien vas pas sûr. être pilote parce que Bien sûr, tu t'es sûr. chauffé un beau Bien matin et je t'ai dit, let's go, je vais piloter un avion, ou je vais course. construire une fusée, ou je vais faire une intervention cardiaque sur des gens. Mettez de la jugeote dans ce que je dis. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'études en tout cas, mes études ne m'ont servi à rien. J'ai beaucoup de mes amis, les études n'ont servi à rien. Pourquoi? Parce que la vie change trop vite. Et que les meilleures études, c'est juste d'y aller et de se lancer et d'activer notre intelligence. Pas d'apprendre des trucs par cœur comme parfois on nous apprend à l'école, mais vraiment de réfléchir, d'être sur des cas, d'être sur des vrais cas et de développer ton intelligence là-dedans. Toutes les études que j'ai faites, j'en ai fait 5 ans, ça ne m'a servi à rien. La vraie vie m'a servi. Et c'est ce que je vois de beaucoup de queens que j'accompagne, c'est ce que je vois de YouTube. Moi, je sais pas un truc, je vais sur YouTube. Je sais pas un truc, je demande à quelqu'un qui sait. Et je te rejoins, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui sont allés très vite, très fort, 0 études, même pas le bac. Ok. Ça, c'est les belles intéressant. histoires qu'on veut entendre. Moi, je trouve, j'ai un petit truc à dire là-dessus aussi. Je trouve que les gens qui veulent devenir entrepreneurs se forment trop. Et moi, j'ai été dans ce persona, j'avais déjà bac plus 5. Et premier réflexe, quand je me dis je veux être entrepreneur, je suis allée dans un incubateur de start-up. Et après, premier réflexe, c'est je vais prendre telle formation. À un moment, je me suis dit, meuf, stop. En fait, tu t'arrêtes. On s'en fout des études. Maintenant, il faut que tu fasses un truc. Et je vois ce côté un peu bac plus 17 en entrepreneuriat. Tu vois, les mecs de la Gen Z qu'on trouve un peu pédants parce que les mecs, ils se lancent à 18 ans, etc. Mais en fait, les gars, après, moi, pour le coup, je pense que les études, ça t'apporte autre chose. Peut-être pas dans l'entrepreneuriat, mais tu vois, par exemple, toi, tu as été directrice commerciale. Quand tu as des discussions avec des PDG, avoir de la culture, des trucs, etc. Moi, j'ai fait littérature italienne. Clairement, ça m'a pas donné d'argent. Mais par contre, tu vois, t'as la classe en dîner, quoi. Et ben en fait c'est con, mais il y a des deals que j'ai signés parce que j'avais parlé d'opéra. Non mais vraiment c'est hyper important. Et en fait du coup et puis je pense que les études ça te permet d'aller au bout d'un truc, de savoir rendre un truc à l'heure, de travailler ta mémoire. Ça te donne des trucs. Mais par contre, l'apprendre d'une autre manière, cette discipline, cette culture. Ça peut aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans les études en mode c'est le chemin royal. Mais peut-être que apprendre tout ce que tu as appris sur la littérature, l'opéra, tu peux l'apprendre d'une toute autre manière. Ouais, mais si j'avais la possibilité de faire HEC, j'aurais fait HEC. Okay. Non, je pense que c'est important, et j'ai la réflexion plutôt avec mes enfants en ce moment, ils sont petits, à 3 et 5 ans, mais ça va venir quand même, de la structure. Je trouve que c'est important de leur donner la structure, aussi de la curiosité, d'aller vers soi-même. Et je pense que les études, c'est important pour ça, rien que pour ça en fait. Après, je suis d'accord que quand on arrive au bout de, c'est pas le bac plus 5 ou le bac plus 4 ou 5 qui va vraiment te faire aller, mais par contre, c'est important d'avoir une structure. Ok, important, mais là, à la limite, c'est un débat de société, mais pas une excuse pour pas se lancer dans l'entrepreneuriat de si t'en as pas fait assez ou si t'en as fait Non, assez. je suis d'accord, c'est pas une excuse, mais par contre, tu vois quand tu regardes les landing pages, tu regardes la landing page d'un gars qui a fait une grande école, la manière dont... En fait, ça va te demander beaucoup plus de temps quand t'es un peu autodidacte, alors que t'as des mecs, tu regardes, tu fais, c'est super marketé. Et tu sais que l'offre en dessous, elle est pas folle, mais ils savent mettre de la structure, savoir raconter une histoire, etc., etc., parce qu'ils ont appris pendant je sais pas combien de temps, ils ont été biberonnés là-dessus, tu vois. Et en tout cas, moi, je pense qu'il y a un truc qui joue, c'est quand même aussi le capital culturel. C'est ce que tu dis. Ouais. Et souvent, les là, je trouve qu'il y a un peu de solopreneurs qui font un peu du fake en mode... On s'est construit nous-mêmes, naninana. Quand tu grattes un peu, c'est des anciens avocats, c'est des anciens HEC, c'est des anciens machins. Donc, ils se sont construits eux-mêmes. Mais même moi, j'ai fait bac plus 5, etc. J'ai un capital culturel que j'ai développé en entreprise qui me sert aujourd'hui à avoir de l'influence et tout ça. Donc, voilà. Mais bon, bref, continuez pas. Enfin, si vous avez envie d'entreprendre, vous pouvez faire aussi en mode salarié diversifié ou étudiant plus entrepreneur à la place. C'est cool. Bon, racontez-nous, si vous vous retrouvez un petit peu dans ces excuses, ce que vous en pensez. Moi, je voulais aussi vous montrer 2 choses qui m'ont interpellée
interpellée, c'est quand tu consommes les réseaux sociaux, notamment entrepreneuriaux, comme par exemple LinkedIn, il y a vraiment 2 réalités qui coexistent, quoi, comme si on n'était pas dans le même monde. D'un côté, il y a des posts comme ça, que je vous affiche à l'écran, genre c'est ma pire année, j'arrête le freelancing, c'est l'horreur, les clients payent plus et tout. Et de l'autre, il y a des posts de ouf. Les gens, c'est leur meilleure année. Je montre le post de Pierre, qui est un solopreneur. 2025, année mémorable pour moi. J'ai accompli un rêve très concret. Donc, acheter, rénover, m'installer. Mon chiffre d'affaires record, 340 000 € hors taxes cumulées. Ben voilà. Et du coup, je suis un peu en mode... ça dépend. En fait, la façon dont tu vas vivre la crise et ton année, ça dépend des gens que tu suis presque dans ton feed aussi. Intéressant, je l'ai pas vu comme ça. Parce que si tu vois que des fails, tu te dis, ah ouais, c'est dur. Et puis tu sais, premier post, deuxième post, machin. Si t'es border entre est-ce que j'ai envie d'abandonner ou est-ce que j'ai envie de persévérer, est-ce que tu te dis pas, ouais, bon, ok, je retourne au salariat? Enfin voilà, bon, c'est un peu l'influence. Il y a les news, mais il y a aussi les cercles business dans lesquels on est. Nous, avec Paco, on s'est connus dans un mastermind américain. Je peux te dire que les mecs, ils en ont rien à foutre de la crise. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi la vibe qui sort des États-Unis? C'est un autre mode, un autre monde, un autre truc. Mais ouais, clairement, là-bas, c'est... Eux, ils se posent pas de questions sur la crise, alors que ça doit être quand même pire que nous, en plus, en termes de crise. Ouais, mais ils ont moins de filets que nous. Mais ils ont plus de... en fait, ces actifs un peu immatériels que nous, on a du mal à voir, comme le réseau, comme la connaissance, comme l'expérience, qu'on ne valorise pas, nous, en fait, malheureusement. Et eux, ils le voient à plein bloc. On parle des études et tout ça, c'est pas vraiment ça. Eux, c'est vraiment qu'est-ce que tu as fait, à qui tu connais. Et à partir de là, mais ça vaut beaucoup. De fou. Ok. Ouais, là, on est presque sur 2 mindsets différents, quoi. France, États-Unis, c'est clair. Allez, justement, racontez-nous, c'est quoi votre pire crainte sur 2026, votre crainte objective? On va vous aider aussi dans le SAV des solos. Vous tapez SAV, vous mettez votre problématique. On va vous aider à dissocier un peu dans le brouillard. Est-ce que c'est dans votre tête? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui faisaient le même métier que vous et qui ont réussi? Ou est-ce que c'est vraiment la crise? Et dans ce cas, peut-être Laetitia nous aidera avec des petites techniques de closing, etc. en commentaire. Elle va vous aider à vous sortir de ce bourbier. Et puis, je vous propose qu'on aborde la deuxième partie. Alors, est-ce qu'il faut se lancer maintenant ou est-ce qu'il faut retarder le moment où on se lance dans l'entrepreneuriat? Let's go. Allez, 2026, est-ce que c'est le bon moment pour se lancer ou pas? Sophie, t'en penses quoi? Est-ce que tu vois les gens comme ça qui se disent « Ok, c'est pas cette année, c'est pas maintenant, c'est pas dans 6 mois ». Moi, parfois, les gens, l'objection, c'est « Ouais, mais... » Enfin, en gros, tu sens qu'ils sont chauds, mais ouais, je vais encore attendre un peu. Moi, j'ai envie de leur dire « Mais pourquoi t'attends ?» Enfin, moi, c'est sûr que je le vois, le mur, en fait. Il continue. Ils me disent « Ouais, je vais lancer mon podcast, mais pas tout de suite. » Et puis 5 ans plus tard, tu les croises, ils ont rien lancé. Ouais, pour moi, c'est une excuse, en fait. À attendre quoi? Ce sera jamais le bon moment. En fait, c'est le bon moment quand tu décides que c'est ton bon moment pour toi. Même si c'est la merde partout, même si les enfants pleurent, même si c'est la crise, même s'il y a l'inflation, fais-le. Ouais. Et t'es pas obligé que ce soit parfait quand tu le fais. Tu vois, le podcast, tu te rappelles à Tenerife, il y avait une des filles qui voulait lancer le podcast, ça fait 2 ans qu'elle veut le faire. Je dis, meuf, t'as un dictaphone sur ton téléphone, tu marches dans la rue, tu parles. Ouais. Moi, mon podcast, c'est moi qui marche dans la rue, on entend tout, on entend les avions, on entend l'eau, je voyage tout le temps en plus. C'est pas grave. Oui, si t'attends d'avoir le setup parfait alors que toi, t'es nomade et tout, c'est mort. Puis, tu vois, si tu vois, mais le nombre de fois, en fait, quand tu lances une idée où tu la pivotes, au moment où tu l'as lancée, tu live, mais tu l'as pivotée, et en fait, tu te retournes après 2 ans après en disant c'était quoi l'idée que j'avais au départ? C'est plus du tout ça que je fais, mais je suis super épanoui, ça marche vraiment de folie. Ouais. Et si tu n'avais pas lancé même cette idée bêta en bêta test, rien ne serait passé. Quoi. Bêta, parfois dans les 2 sens du terme, parce que tu regardes nos trucs d'avant, t'es là, wow, c'était vraiment nul ça, heureusement que j'ai pivoté. C'est clair. Moi, j'ai une notion à vous soumettre, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je suis pour le momentum. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que les gens, ils attendent vachement le bon moment, comme si c'était un bon moment externe, comme si d'un coup, toutes les guerres allaient s'arrêter, comme si ton mec allait d'un coup... te donner confiance alors qu'il te fait pas confiance avant et tout. Et le momentum, j'aime bien parce que c'est plus un truc que tu te crées. C'est-à-dire que tu fais... c'est comme un peu faire tourner une roue, quoi. Donc d'abord, tu postes... Moi, je m'étais lancée comme ça avant le podcast. Je m'étais dit, allez, je poste un truc sur Instagram tous les jours. Après, j'étais en momentum. Après, je m'étais dit, je fais 10 épisodes de podcast. Boum, momentum. Et une fois que tu es dans ce momentum, en fait, tu es dans ta bulle. Il peut se passer n'importe quel écroulement de société derrière. Et tu sais, tu prends confiance comme si c'était un peu une roue d'énergie que tu rechargeais. Vous le sentez, vous, ça, un peu dans l'entrepreneuriat? À fond. Non, mais c'est vraiment ça. Et c'est un truc qui est pas facile à expliquer tant que tu l'as pas vraiment vécu. Comme tu dis, j'ai l'impression qu'en fait, tu as lancé un système, et ce système, c'est celui qui te rend, t'es un peu ton partenaire d'engagement. Quoi. Qui te nourrit, en fait, par seul, quoi. Moi, par exemple, j'ai souvent cette mais comment tu fais pour créer autant de contenu? Parce que c'est vrai que si tu regardes par rapport aux équipes marketing, oui, on crée beaucoup de contenu en mode solo, quoi. Genre, les gens, on peut faire des équipes entières, on peut faire rougir des équipes marketing parce que parfois t'as 2 podcasts, t'as je sais pas quoi, tu fais LinkedIn, ceux qui sont sur YouTube et tout. Et en fait, les gens ils comprennent pas que à partir du moment où t'es rentré dans la matrice, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais t'es rentré dans la matrice, en fait, t'es constamment nourri d'idées et ensuite t'as envie. Tu sais, moi parfois je marche comme ça, je dis faut trop que je fasse cette vidéo.
Je sais pas quand est-ce que la femme me dit j'ai trop envie de faire cette vidéo, j'ai trop envie d'inviter telle personne, etc. etc. Et donc en fait, t'es dans un train, tu vois. Voilà, à moins que tu as un truc grave qui arrive et qui l'arrête, tu continues, tu vois. Et après, t'as l'encouragement des gens, tu commences à avoir tes anciens collègues qui t'ont pas calculé, qui commencent à te calculer, tu dis j'avais raison. Je vais pas le faire. Ça, c'est vraiment. J'ai la rage. J'ai vraiment le trauma. Ça, c'est sur Solo Nation, on est là pour régler nos comptes aussi. Après tout. Why not? On balance des Non, parce qu'un jour, ils vont être solopreneurs. Peut-être. Mais moi, comme je serais gentille, je mettrais un like. Voilà. Et typiquement, dans l'immobilier, dans les investissements financiers, je t'ai invité aussi pour ça, parce que toi, finalement, tu gagnes de la thune autrement que par ton travail, c'est aussi par ton capital. Et il y a un peu ce mythe aussi que faut investir au bon moment. Et j'ai l'impression que c'est les mêmes personnes en fait qui attendent avant de se lancer que qui attendent avant d'investir dans Bitcoin ou n'importe quoi. Alors que typiquement, c'est vraiment le truc inverse de ce qu'il faut faire. Normalement, il faudrait investir tout le temps. C'est ça, DCA, un petit peu tout le temps, les mêmes montants, peu importe les crises. C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que typiquement, 2026, c'est la pire année pour se lancer dans l'investissement immobilier, bourse et tout, ou pas? Franchement, en fait, la structure même de l'investissement, la boule de neige, si tu investis de façon régulière et que tu apportes du capital dans des actifs solides, c'est que de toute façon, il n'y a pas une année ou d'autres en fait, qui va te permettre d'être... Enfin, le plus tôt sera le mieux, en fait. C'est ça. Ok, c'était genre un bon moment, c'était hier, le meilleur moment, c'est maintenant. Okay. Souvent. Après, il y a des effets d'opportunité, c'est-à-dire au moment où il y a des cracks, tu vois, c'est le bon moment clairement de rentrer. Sauf que c'est jamais le moment où ton esprit, parce que le cerveau humain est comme ça câblé, de te dire non, justement, tu vois, il y a un couteau qui tombe, non, je vais pas le ramasser, tu vois, parce que je sais pas quand est-ce que ça va, quand on parce qu'il y en a d'autres qui vont tomber, au fond. Mais c'est souvent les moments où en fait tu fais le plus de profit, quoi. C'est là le point d'entrée. Du coup, là, tu conseilles quoi à quelqu'un qui veut se lancer dans les invests en 2026? De mettre de côté, d'investir, de pas laisser sur un compte en banque, clairement, de mettre son actif, de créer en fait ces actifs qui vont générer de la richesse, du capital. Le temps, et il y a le temps court et le temps long dans l'investissement. Le temps long, et il joue pour nous, c'est celui dont je te parle, c'est de mettre une petite partie de tes revenus régulièrement sur des actifs solides. Et ça, il faut que ça soit vraiment emmerdant, ennuyeux, sur des actifs de support que tu vas pas regarder. Tu vois. C'est ça qu'il faut se dire. Et après, qui sont pas opportunistes, toi, qui sont un peu les éternels. Après, c'est quelque chose, c'est l'argent que tu vas pas toucher, que tu vas pas consommer, brûler ailleurs et tout. Et ensuite, il y a la partie active, et c'est ça qui est plus intéressante. C'est toutes tes compétences, le temps et ton énergie, tu vas le jouer pour un truc, typiquement, ça va être un projet entrepreneurial ou autre. Et là, tu mets ce capital, ces compétences, son énergie vers un truc que tu kiffes. C'est là où, en fait, tu vas démultiplier ta valeur parce que tu as un unfair advantage, tu vois, vraiment un avantage compétitif. Et là, tu peux mettre ton temps, ton énergie, ton capital là-dessus. Mais pas, tu vas distinguer les deux, quoi. Donc, il y a le temps long. C'est la boule de neige et tu laisses, il faut pas que tu le regardes. Et souvent, les gens, ils sont là en mode, ils actualisent leurs actions. Ça faut pas. Et l'autre côté, mettre ton énergie sur un truc où tu vas vraiment d'un coup décupler ta valeur. Mais c'est trop cool et je trouve que c'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois en tant qu'entrepreneur, on est trop focus sur notre entreprise et pas assez sur nos investissements passifs. Moi, je me rappelle mes premières années, j'étais à fond sur mon chiffre d'affaires. C'était mon obsession, le monter. Au point que j'avais oublié de me payer, j'avais laissé tomber mon épargne. Et là, j'ai pris un conseiller en patrimoine pour et réinvestir et tout. Et je trouve que c'est un peu des fluctuations et c'est difficile, je trouve. Salarié, t'en fous, t'as ton taf, t'es payé toujours pareil et après t'investis. Mais entrepreneur, c'est comme si tu jouais avec deux bourses à la fois, tu vois. T'as ton côté fluctuant de chiffre d'affaires et ton côté fluctuant d'action, quoi. Pour toutes celles et ceux qui hésitent, qui attendent le bon moment, machin, et qui sont en mode oui mais, on recrute pas, oui mais les boîtes vont mal, etc. Vous avez 1 minute chacun pour leur donner un message en mode vas-y meuf, vas-y mec, lance-toi. Ce serait quoi? En fait, vas-y meuf, parce que t'as cette idée en toi, tu veux pas la réaliser parce qu'il se passe un truc, parce que t'as un doute, etc. Là, la vie passe. En fait, ton terrain, il est fertile à la base. Mais dès qu'il y a un doute, c'est une mauvaise herbe, et une mauvaise herbe, et une mauvaise herbe, et une mauvaise herbe. Et subitement, t'as plus de place pour faire ta récolte. Et du coup, ton terrain, il est plein de mauvaises herbes, tu peux pas y aller. Sauf qu'à côté de toi, subitement, t'as quelqu'un qui a pris ton idée. Tu vas dire, mais putain, j'y ai pensé il y a 2 ans, et elle l'a fait à ma place. Ouais, parce qu'elle a pas laissé la mauvaise herbe rester. Elle l'a juste enlevée. Donc en fait, on a tous un terreau fertile. On peut tous le faire. À chaque fois que tu trouves une excuse, tu délayes le temps où tu as cette vie incroyable. Oui, fais-le. Fais-le et sinon quelqu'un d'autre le fera à ta place. Mais intéressant l'histoire des herbes parce que je suis quand même d'accord. Moi, je trouve que c'est un peu contagieux, les doutes. Donc, on parlait de l'entourage. L'entourage te met un doute, puis un autre doute. Après, tu vois tes parents, ensuite machin, ton ancien collègue. Alors là, si tu te fais une semaine où tu vois tes parents, ta grand-mère, ton ancien collègue et ton machin, mais t'es planté, tu t'abandonnes tout dans l'entrepreneuriat. Et oui, il y a un petit côté... Moi, des fois, je dis que le mindset, c'est bullshit, mais sur ça, pas trop. Parce que si tu laisses
t'es perméable aux mauvaises nouvelles, perméable aux news et tout, bah en fait, tu coupes toute ta motive. Et des fois, il faut être fou pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, t'as quand même besoin de ce drive perso. Laetitia, un conseil pour moi, le truc concret à faire. Pour moi, le conseil, c'est de dire, si t'as envie d'entreprendre, peu importe, tu t'es dit, moi, dans ma vie, je vais entreprendre, il faut juste que tu saches que le chemin, il est long. C'est-à-dire que toutes les réussites fulgurantes comme ça, c'est du mytho. Ils avaient commencé bien avant. Et donc, du coup, commence le plus tôt possible parce que tu vas faire des erreurs, les mêmes qu'on a faites en solo, en start-up, en investissement, etc. Tu vas passer par là. Il n'y a pas de hack pour pas passer par là. On a parlé moi, j'ai parlé avec toi d'offres, etc. Tes offres, elles seront bancales au départ. Et c'est comme ça. Donc, fais-le le plus tôt possible pour que, en fait, un horizon le plus tôt possible, tu puisses commencer à souffler et avoir justement ce fameux Graal. Je peux avoir la liberté, etc. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Allez, let's go le plus tôt possible. Paco, un conseil ? Moi, je pense 2026, pour moi, l'idée phare, c'est créer sa communauté. Trouve ta communauté de personnes autour de toi qui ont le même état d'esprit. Crée ton board, en gros. Mais vraiment, parce que tu en as besoin. Et pour ça, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment ce qui marche bien. Enfin, ce que moi, je pense, c'est les shorts. Peu importe, en fait, le média, ça peut être des posts LinkedIn, ça peut être sur YouTube ou Instagram, mais fais quelque chose de façon répétée, rapidement, pour avoir rapidement un retour, en fait. Et aujourd'hui, les shorts, ça marche bien, notamment sur YouTube. Moins d'1 minute pour valider un peu l'idée ou pas, tu vois. Okay. Tu gardes, si tu as un média à faire un truc, tu prends un média et tu suis une idée comme ça. Tu n'as pas besoin de faire du facecam ou quoi, tu vois, tu te mets en mode, l'idée que j'ai, je vais essayer de la valider après de ma communauté. Et ainsi, tu te crées une petite communauté, t'as pas besoin de grand-chose. Pas construire une cathédrale parce que ça, c'est aussi des trucs de procrastinateur, ça. J'attends d'avoir le produit parfait, je vais construire un truc trop gros. Par exemple, moi, je me suis pas lancée dans Solo Nation ma première année. J'ai fait 50 podcasts dans mon salon en pyjama, seul tout, avant de lancer Solo Nation, parce que c'est quand même un gros dossier, tu vois, d'inviter les gens. Et je pense qu'il y a 5 ans, personne m'aurait dit oui pour venir sur le plateau. Tu vois, j'étais une nobody et tout ça, donc faut y aller étape par étape. Moi, j'aurais un petit message, c'est, je trouve que les gens, ils sont trop binaires, en mode salariat, entrepreneuriat, comme si on quittait tout, comme si on quittait notre identité, notre vie, notre baraque, notre mec. Non, ça se fait progressivement. Et moi, je dis, mais salarié diversifié. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai lancé mon podcast tout en gardant mon salaire très confortable, tranquille. Et pendant 2 ans, j'ai appris l'entrepreneuriat avec le podcast, la constance, les doutes, nanana. J'ai apprivoisé ça. Et quand il a fallu démissionner, j'étais bien, quoi. J'étais sûre de moi. Je me suis dit, il y a aucun monde où, en ayant fait tout ça, je vais gagner 0 à la fin. En fait, j'avais même un peu freelancé à côté, etc. Donc, j'avais déjà vérifié. Donc, moi, j'appelle ça la désensibilisation. Comme ça, en mode, parce que les gens, je trouve qu'ils s'imaginent trop le grand soir. Genre, ça y est, ils vont mettre leur post LinkedIn. Ça y est, j'ai démissionné, ils vont croire quoi? Qu'il y a des millions de clients qui vont arriver. Non, justement, personne va te calculer. Personne te calcule. À dessein, en plus. Et là, tu vas faire merde. C'est pour ça qu'une stratégie de transition, comme tu as fait, il en existe 1 million, c'est très bien. Moi, c'est ce que je dis à mes queens, parce que la plupart du temps, comme j'ai des femmes, elles ont des enfants, c'est que ça peut pas être en mode, OK, let's go, je crame tout, j'arrête tout, je vais partir à Bali. Non, il y a les enfants, il y a le couple parfois séparé, enfin, c'est une autre réalité. Donc en fait, quelle est la stratégie de transition que tu veux faire pour que tu te sentes en sécurité ? Et tu vois, ta sécurité, c'est pas la tienne, c'est pas la mienne. Et comme chacun a sa sécurité financière, qu'est-ce que tu as besoin juste pour te sentir imperméable et invincible ? Et après, t'y vas. Bon, let's go. Et justement, pour vous motiver à y aller, on a la dernière partie de l'émission. On va parler du fait que la crise peut aussi être une super opportunité pour se lancer en freelance et solopreneur. Allez, c'est parti. Alors pour cette rubrique, je vous montre cette image qui vient de Game of Thrones. Je sais pas si vous êtes des mateurs de séries aussi intensifs que moi. Vous vous rappelez de cette scène ? Non. Donc, Littlefinger, donc il dit à un moment comme ça, lui c'est un peu le mec des bas-fonds quoi, qui va s'en sortir. Il dit le chaos n'est pas un puits, le chaos est une échelle. Donc chaos is a ladder, ça veut dire vraiment que au fin fond du gouffre, c'est là que tu trouves l'échelle et que tu vas pouvoir remonter. Et donc sous-entendu, il y en a qui vont s'écrouler, et il y en a qui vont trouver l'échelle et qui vont monter. Alors, c'est quoi les opportunités que vous voyez pour les indépendants dans cette année 2026 là, qui s'annonce quand même un peu chaude, hein, on va pas se mentir, on a déjà parlé en début d'émission, IA, élection, Trump, what the fuck en début d'année. Donc voilà, enfin, là on tourne en début d'année, donc voilà, on est vraiment au pire, je pense, les guerres, on est vraiment pas loin partout. Qui veut commencer ? Est-ce que vous voyez des opportunités dans ce chaos ? Moi, je veux bien commencer, tu vois. Moi, je pense que l'IA, c'est une... Enfin, tu vois, je sais pas... On n'a pas parlé d'Internet quand t'es arrivé. Moi, j'ai connu Internet, en fait, qui est arrivé, donc, parce que je suis un peu vieille. Mais du coup, l'IA, je le vois un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait,
tout d'un coup, tu as plein de possibilités qui arrivent, qui existent, de nouveaux métiers qui vont arriver, de nouvelles manières de procéder. Surtout, il ne faut pas non plus exagérer les grands groupes. Il y en a encore aujourd'hui qui sont dans la digitalisation. C'est-à-dire qu'il faut aussi se rendre compte que les gens croient qu'en fait, Internet, c'est arrivé, que tout le monde est une start-up. Mais non, les gars. Vous allez aller dans des boîtes, les gens font encore des choses avec un stylo et un papier. Donc, c'est des process qui sont longs. Et donc, pour moi, en fait, il y a une CMO d'une grosse boîte américaine qui avait dit ça à un solopreneur qui accompagne plutôt des boîtes américaines et qui lui a dit, moi, je vois plein de possibilités avec l'IA. Mais il y a un truc, en fait, qu'on a un problème, c'est comment on orchestre tout ça, comment on rentre tout ça dans nos process sales, dans nos process CMO, dans nos process DAF, etc., etc. Et je pense qu'il y a une opportunité quand t'es solo, t'es tout seul, à diguer comme un fou, à aller regarder tout ce qui se passe, à aller faire tes propres conclusions et aller, alors peut-être pas tout de suite dans les grands comptes, mais dans les PME, etc., et d'aller les aider, en fait, un peu dans cette transition. Je pense que c'est un truc à faire, quoi. Je mets une petite piécette en plus parce que même moi, j'ai lancé un produit IA. Alors que je suis pas du tout une énorme geek, mais c'est juste que moi, je me suis construit mes 50 agents IA. Et les gens m'ont dit, mais c'est un truc de ouf, comment t'as fait? Et moi, je voyais pas le rapport au début avec mon incubateur solopreneur. Et après, j'ai vu le rapport. Ben oui, l'IA, ça t'aide à scaler quand t'es tout seul au lieu de recruter. Moi, c'est ce que j'avais fait parce que j'ai pas les moyens de me payer 50 freelances non plus, même si ça va, quoi. Et du coup, bim, ça m'a fait un produit, Solo Squad. Et le petit produit, mes 10 modèles, bah, je sais pas, ça m'a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, un truc comme ça l'année dernière. Wow. C'est pas rien, tu vois. Et c'était un peu opportuniste. Et je suis d'accord avec toi. Pour moi, l'IA, ben, c'est sûr, de toute façon, je l'ai déjà conseillé dans plein d'émissions, mais en mode coach IA, installateur IA, done for you, done with you. Enfin, il y a énormément de trucs à créer encore sur l'IA. Au lieu de dire, l'IA m'a remplacé. Enfin, je pense que nous, on est les personnes qui pouvons le plus facilement pivoter, quoi. Et surtout, tu vois, que si t'es un ancien salarié, moi, je trouve que c'est intéressant. Je parle de mon métier parce que c'est mon métier, sales. Mais même, tu pourrais faire ça sur du CEO, sur du DAF, etc. C'est justement comment t'accompagnes tous ces gens qui flippent dans les grands groupes ou dans les boîtes et qui se disent, en fait, comment, on va pas croire à votre boîte à une personne qui va faire des milliards. Mais par contre, comment je fais que votre sales il soit vraiment plus performant? Et je pense que si tu l'as été, t'as ce regard, t'es dans le métier et tu peux essayer de construire ça pour plein de boîtes, je pense. Bon, ça marche. Écoute, c'est bien. Sophie, opportunité dans le chaos. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je n'ai pas parlé de l'IA parce que je pense que tu as déjà pas mal dit de trucs. En fait, moi, la parenthèse que je dirais en plus par rapport à ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'IA, si tu penses qu'il va te remplacer, il va te remplacer. Et si tu penses qu'il va t'amplifier, il va t'amplifier. Donc, en fait, c'est à quel point tu peux te débarrasser des choses dans lesquelles ton énergie, tu peux la mettre, mais c'est pas là où tu as ta zone de génie, c'est là où l'IA doit te remplacer. Et là où tu as ta zone de génie, c'est là où l'IA va juste t'amplifier. Parce que moi, je remarque que l'IA, il y a des trucs qu'il peut faire pour moi, il y a des trucs qu'il est nul. Mais là où il est nul, c'est là où je suis excellente. Donc, c'est là où il va juste m'aider à réfléchir pour que j'arrive à faire un truc de ouf. Donc, si tu utilises l'IA comme ça, merveilleux. Mais si tu utilises en mode « j'ai plus rien à faire, j'ai plus rien à travailler, j'aurai plein d'argent », ça marche pas du tout, parce que ça égalise tout le monde. C'est ça. Et ça rend les gens moyens. Et c'est l'excellence qui donne là. Et c'est un fléau. Hein. Moi, je vois des néo-entrepreneurs arriver. Ils sont là en mode non, mais c'est bon, j'ai tout compris. En fait, j'ai pas besoin de toi. Faire un truc d'IA. J'ai mon offre, elle a été faite avec une IA. J'ai ma page de vente, elle a été faite avec une IA. Ma newsletter, elle est faite avec une IA. Ouais. Tu regardes, tout est moyen. Enfin, il n'y a absolument rien de bon. Tu te fais chier. Et ça, moi, j'en peux plus parce que quand tu accompagnes des boîtes et que t'as un gars, tu veux vendre ça. Même quand tu accompagnes des boîtes maintenant où tu as les salariés, tu leur dis est-ce que tu peux me filer ça pour les faire avancer et qu'ils te pondent un truc d'IA, tu as envie de. Non, vraiment, c'est dur. Moi, donc il y a un vrai problème. J'avais pris un prestataire comme ça qui, pour m'aider pour ma page de vente, il m'avait fait une page de vente. Je lui ai dit, mais. Tu vois les grands tirés du 8. En fait, je lui ai dit, mais si ça. Ça, c'est grillé direct. Tu vois les mots, en fait, tout le monde parle super bien français avec un niveau. Mais ça me ressemblait pas du tout. Dans un monde en constante évolution, hein, ça tirait bien pour tes queens, ça. Oh mon Dieu, j'ai eu envie de vomir. Je lui ai dit, mais si les ça, reines c'est de c'est ça, la traduction hasardeuse. Oh mon Dieu. Non, mais j'avoue. Du coup, j'agis sur le côté amplification. Mais de ouf, parce que moi, par exemple, avant, je mettais des heures et des heures à promouvoir mes podcasts et tout sur Internet. Du coup, je pouvais moins créer. Et là, comme j'ai amplifié, j'ai fait une vidéo, je vais vous la mettre en lien là. J'explique comment je crée 100 contenus par semaine grâce à l'IA. L'IA ne me crée pas mon podcast, mais elle va amplifier. Je lui donne le transcript de chaque épisode qui est fait maison, fait main avec notre cerveau et tout.
Et ça, par contre, elle va me le diffuser partout. Et du coup, au lieu de passer 10 heures sur la promo et 1 heure sur la création, maintenant, je passe 10 heures sur la création et je peux faire 2 fois plus d'émissions. Et c'est pour ça qu'on passe Solo Nation en mode hebdo. Parce que c'est quand même presque... C'est plusieurs jours de travail pour préparer chaque émission. Donc maintenant, j'ai le temps parce que j'ai mes agents IA qui diffusent. Paco, c'est quoi l'opportunité que tu vois en 2026 ? Pourquoi tu dis là, 2026, ça va être trop bon, il faut se lancer maintenant ? Ouais, je pense que, parce qu'on est dans l'IA, je pense à l'IA aussi, une façon d'augmenter, je pense qu'il y a plein de niches, sous-niches, choses à exploiter, et notamment des trucs à disrupter. Donc moi, dans l'immobilier, le target numéro 1, il y a vraiment une target sur son dos, c'est les agents IMO, tu vois, qui est une structure, en fait, qui a pour moi un métier super obsolète, dépassé. Qui va disparaître. Qui va pas disparaître, mais qui sera remplacé, que tu peux facilement disrupter. En plus, c'est très local, tu peux faire vraiment mieux qu'un agent pour te démarquer, en fait, des agents IMO, pour faire du business. Et vraiment être à l'écoute du client, travailler de façon intelligente, intéressante avec. Enfin, tu peux le faire et augmenter avec l'IA. Justement, ça c'est ce qui va te permettre de le faire peut-être plus. Tu vas lancer un service comme ça ? Non, je veux pas. Moi perso, non, mais je vois. Je veux pas parler d'incompétence, mais de. Insuffisance. De complaisance en fait des agents IMO qui sont là, qui font rien vraiment et qui sont sur un terrain acquis quoi, et qui font pas le taf. Qui peuvent être disruptés. Ouais. Moi, j'ai un truc, mais qui n'est pas d'IA. Je pense que justement, dans ce chaos-là où on est déprimé, parce que moi, je pense qu'il y a une crise, je pense qu'il y a beaucoup de place sur le côté vachement humain et d'avoir des communautés où, en fait, juste on se fait du bien. Je vois ça en regardant... Moi, j'adore Twitch. Je suis une nana qui adore Twitch. Et parfois, j'écoute des heures la même personne avec tous ces gens qui écrivent. Et en fait, je pense que c'est juste un truc où on se fait du bien. Après, chacun suit son Twitcher ou préféré, ou même son podcasteur préféré. Mais du coup, en fait, c'est un truc de... t'as envie de réécouter des vrais humains. T'as envie de réécouter des gens qui ont des vrais problèmes comme toi. Et je vois en fait des gens qui font des scores de 10 000 personnes sur Twitch à 2h du matin avec des gens qui leur appellent et qui racontent des vrais problèmes. Et ça, moi, je pense que c'est des trucs, on n'est pas prêts, mais... Et en mode création de contenu, je suis assez d'accord. En tant que création de contenu, je pense que même si toi, tu faisais une hotline en disant, vas-y, si tu veux, pleure, raconte tes problèmes en anonyme, etc., je suis sûre que, en fait, je pense qu'il y a moyen que y ait des gens qui t'appellent et qui te... Clairement, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais toi, tu pourrais faire un podcast fait par IA, machin, qui raconte tes trucs. Je me dis, mais t'es un ouf, mais pourquoi je ferais ça ? J'ai pas envie. Déjà, en plus, moi, j'aime bien la connexion. Moi, typiquement, ça suit cette trend. Hein. Moi, j'ai lancé Solo Nation l'année dernière. C'est un format de connexion, c'est un format d'entertainment et de connexion. C'est pas parfait, vous serez pas d'accord avec nous, des fois on n'a pas les sources, machin, mais on s'en fout, on est ensemble. Et tu vois, les gens, ils écoutent parce qu'ils se sentent seuls en fait, en solopreneur, et du coup, c'est pour ça que ça marche. Mais l'imparfait, franchement, c'est la tendance pour moi de cette année. Ça sera l'imparfait, mais c'est j'adore. le truc qu'il faut avoir. Mais c'est la vraie vie en fait. Vidéo moche sur YouTube, Reels pas trop montés. Faut y aller. Hein. Des bégaiements. Bégayer, évidemment, être spontané. Trop bien. Et ben écoutez, moi, je voulais clôturer en disant aussi, je trouve que les gens, ils opposent beaucoup salariat et entrepreneuriat. Et désolée de vous faire douter, mais je trouve que le salariat aussi, il subit la crise en fait. Donc, je suis là, voilà. Moi, je pense que par exemple, l'IA, elle va faire plus de mal en salariat qu'en entrepreneuriat. Parce que quand les gens, ils ont quand même tous arrêté de recruter à un moment, ils se disent, OK, on rationalise. C'est plus dur de trouver un taf en CDI, je pense, aujourd'hui, que de trouver une niche en freelance sur laquelle vendre ses services. Enfin, c'est mon sentiment. En tout cas, tu te sens plus impuissant. Donc voilà, j'ai pas tant envie de vous dire, OK, vous attendez, mais vous attendez quoi ? Est-ce que salarié, c'est vraiment si sécuritaire que ça ? D'ailleurs, je pense qu'on fera peut-être un épisode là-dessus aussi, un débat. Qu'est-ce qui est le plus risqué, quoi ? Super intéressant. Salarié versus entrepreneur. À moins que tu sois un peu, encore une fois, sur la création de contenu. Moi, une nana qui m'a énormément inspirée, il y en a deux, mais une plus connue, c'est Elena Verna. Bon, elle a été solopreneur pendant longtemps. Je sais pas si tu captes qui c'est. C'est une nana dans le marketing qui est incroyable. Mais aujourd'hui, elle travaille en tant que CMO. Elle a décidé de prendre un job de Lovable. Mais elle crée tout le temps du contenu. C'est-à-dire que la nana, en fait, demain, elle est virée de Lovable. Elle a une assurance vie. En fait, elle s'est créée une assurance vie. Elle passe du soloprenariat au salariat, etc. Et je pense que je suis trop revenir à ce que tu dis, c'est que je pense que faut pas être complètement l'un et pas complètement l'autre. Comme en investissement, faut pas mettre tous ses œufs dans le même putain de panier. Et en fait, tu vois, les gens, ils sont trop binaires. Donc salarié diversifié, je vais la mettre dans mon livre. Voilà. Je vais rajouter son exemple, ça c'est trop bien. Et moi, c'est pour ça que j'ai pas peur. Des fois, les gens ils me disent, t'as pas peur. Alors là c'était la grande mode. La grande mode, c'était l'infoprenariat est en crise. L'infoprenariat est pas du tout en crise. Enfin, moi, je me suis lancée. Moi, mes ventes, elles augmentent tous les ans. Je sais pas c'est quoi la crise pour ceux qui se sont lancés il y a 10 ans, mais moi, j'ai pas vu de crise dans. Et puis demain, on va dire que t'es pour n'importe quel. Même si demain, imaginons, c'est la pire scénario. Oui. En fait, dans la pile, c'est important que les gens sachent, c'est que tu regardes, on va te prendre toi par rapport à un salarié qui a, on va se dire, mais
cette nana, elle est capable de créer bien une communauté, sûr. Oui. elle est capable de faire du bruit, elle est capable de, etc. Enfin, du coup, t'as quand même un avantage. C'est ça. Tu Et crées des différents moi, je avantages, me dis, je me suis créé des assets, en fait, des actifs qui vont me survivre. Et c'est aussi pour ça que j'étais partie entrepreneur à la base, parce que je me suis dit, dans le salariat, il y a un côté frustrant de quand tu quittes un job. Bah, tout ce que tu as créé, tu dois le recommencer dans un autre, c'est pas ta propriété intellectuelle, machin. Donc moi, je m'étais dit, allez, je crée mon podcast, c'est ma petite propriété intellectuelle. Et depuis, voilà, donc moi, j'ai plus peur si demain tout se pète la gueule. Je trouve qu'aussi entrepreneur, ça t'apprend à créer de l'argent. C'est-à-dire qu'en gros, tu te démerdes. Demain, tout s'écroule. Le board, ça s'écroule. Ben, je sais créer une offre. Mais t'as des compétences prospecter. fortes, en fait. J'ai des compétences. Mais ces compétences, elles me survivent et j'ai pas peur. Ça. Et c'est ça qui fait que ton argent, il est limité, en fait. Bah, quand tu penses comme ça, il n'y a plus rien qui peut arriver. Moi, je dis souvent, si nos comptes brûlent, c'est pas grave. L'argent, il n'est pas arrivé par magie. Tu vois, on l'a créé. Donc, en fait, il suffit de recommencer. Et en plus, avec l'expérience, tu vas beaucoup plus vite. Et je pense que c'est pour ça que on parlait de ça par rapport aux études, les personnes qui sont privilégiées, qui ont eu un capital de départ argent, sont peut-être plus insécures. Parce qu'en fait, ce capital, il t'a été, c'est un héritage, mais tu l'as pas travaillé. Alors que quand tu as grindé pour mettre cet argent sur son compte, comme tu dis, Sophie, tu as développé les compétences où tu sais que demain, tu peux le refaire, ton compte est fermé, t'en réouvres un autre, tu remets de l'argent dessus, quoi. Bon, mais racontez-nous si on va leur donner du baume au cœur sur cette année 2026, qui s'annonce challenging, mais challenge qu'on peut transformer en opportunité. Racontez-nous aussi, parce que je sais que des fois, vous faites des métiers où vous avez aussi justement vu des petits trous de souris, repéré une insuffisance dans un marché, vous êtes mis là-dedans et bam, ça explose. Parce que je pense qu'il y a plein de métiers qui vont aussi exploser cette année. Tu parlais des agents immobiliers, mais il y en a d'autres. Et pour vous aider, on va faire l'avant-dernière rubrique de l'émission. On va vous aider à gagner de l'argent en vous trouvant une idée de niche que vous pouvez lancer en 2026 pour cartonner. Allez, c'est parti pour Qui veut du CA. Allez, Qui veut du CA, c'est le moment où vous allez faire gagner de l'argent à nos auditeurs, auditrices, viewers, si vous nous regardez sur YouTube. Alors, cette semaine, je vous ai donné une contrainte. Je vous donne une industrie en crise, ok ? Et vous devez me trouver une idée de business qui cartonne, que les gens peuvent faire en indépendant. C'est bon, vous êtes prêts ? Ok. Allez, Paco, je vais commencer par toi. Augmentation des impôts. Les investisseurs sont en panique. D'accord ? Donc, c'est le contexte actuel. C'est un peu ce que tu citais en intro, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte pour quand même lancer des business dans le domaine investissement immobilier ? Qu'est-ce que tu ferais ? Bah, moi, je vais au charbon, là où les gens vont devoir faire, tu vois, aller vraiment au creux de prendre les infos, savoir comment faire ça, lancer un blog, lancer un média, peu importe. Un média sur les impôts ? Ouais, sur comment payer moins d'impôts, tu vois, comment, dans ma situation, pourquoi ça augmente, est-ce qu'il y a des niches, est-ce qu'il y a des choses, il y en a toujours, parce qu'on est en France, quoi, donc, donc il y en aura, et les trucs que les gens n'ont pas le temps de faire, moi, je remplace ça en spécialisant vraiment là-dessus, en leur offrant ça. Tu ferais ça comment ? Newsletter YouTube ? Ouais, je pense que je ferais un newsletter. Moi, je reprends mon idée de YouTube Short. Moi, je ferais une vidéo par jour pendant 30 jours, voir un peu qui est là, qui est pas là déjà, parce que tu as de la répétition, tu vois. Tu ne fais pas 1 heure de vidéo et puis après tu dis en fait ça marche pas. Allez chercher encore une fois les gens qui sont intéressés pour voir si ça marche. Mais ouais, c'est trop bien. En fait, tu t'inscris en négatif. Tu vois le thème, il est trending topic de ouf. Je pense, on paye trop d'impôts en France, nanana. Tu crées le média, on paye trop d'impôts. Et tu fais un short par jour, on paye trop d'impôts avec des solutions. France, de l'affiliation derrière. Il y a déjà une demande de faux. Des gestions de patrimoine. Ouais. Grave. Mais le sujet des impôts, ça c'est encore un truc, une excuse aussi que les gens se font. Ils sont trop omnibilés sur l'impôt, quoi. Ils vont penser à combien ils gagnent, ils pensent à combien je pourrais donner à l'État. Oh non, alors qu'ils pourraient gagner en net, tu vois, peu importe combien tu donnes à l'État. Ouais, toi tu dis il faut augmenter ce que tu gagnes. Ouais, exactement, c'est ça. C'est là-dessus que tu as du levier. Parce que plus tu gagnes, moins t'en payes. En plus. Parce que plus tu deviens intelligent financièrement et plus tu te rapproches des gens qui font tout pour pas payer d'impôts de manière légale. Parce qu'en fait, l'imposition, c'est juste un jeu avec un mode d'emploi qu'on n'a pas. Mais quand tu as le mode d'emploi, tu peux gagner la partie. Et en fait, au plus tu fais de l'argent, au plus tu dis, OK, l'argent là, je l'ai fait, je veux le garder pour moi. Donc comment je fais ? Et c'est là où tu te renseignes sur plein de choses. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a plein de règles que les communs des mortels, on n'est pas au courant. Mais une fois que tu les sais, tu dis, c'est comme dans un jeu vidéo avec les passages secrets ou les trucs, c'est pareil. Sujet numéro 1 en mastermind, je pense, un peu tous les sujets optimisation fiscale et compagnie. Mais je suis aussi d'accord avec Paco, les gens se focalisent sur ça, alors que c'est genre 5%
du truc, quoi, alors qu'ils pourraient mettre leur énergie à 95% sur faire plus de thunes, changer de taf, lancer une boîte, faire. Et surtout plus les de gens levier. qui se posent ces questions-là, ce sont souvent pas les gens qui payent beaucoup d'impôts. Non. Ils projettent la richesse. Commence déjà à être riche. Quand je serai millionnaire, ce sera scandaleux. Ouais, mais Mia, t'es pas millionnaire encore. Donc Elle est confort, cette excuse, elle est confortable. Mais t'as raison. En fait, tu mets le doigt sur un truc. Je pense qu'en cas de crise et tout, les gens ils se projettent sur des problèmes qu'ils n'ont pas encore. Beaucoup. Parce qu'ils s'approprient les problèmes des autres. Et du coup, ça c'est un peu dangereux parce que ça te coupe Et l'initiative. parfois, ça les conforte dans leur situation parce qu'ils se disent, comme ce problème-là, il me fait flipper et que j'en veux pas, je suis bien dans mon truc. Ouais. Et comme ça, je prends pas de risque. Et comme ça, je prends pas le risque que mes collègues me parlent. Oui, ou bien je veux monter une boîte voilà. ailleurs. Bah, en fait, si t'arrives pas à monter une boîte en France, là où t'es né, franchement, je doute que t'ailles sur un marché que tu connais pas la culture. C'est très compliqué, hein. Enfin, je pense que tu l'as fait en étant, t'as déjà peut-être fricoté des marchés, etc. Moi, j'ai déjà fait, par exemple, en Italie, ça n'a rien à voir. Au Canada, ça n'a rien à voir. Aux États-Unis, pareil. Donc, en fait, si t'as pas réussi en France, il y a peu de chances que tu réussisses ailleurs. Ah, bien, Enfin, petite balle perdue pour ceux qui sont là en mode on quitte la France, on va entreprendre ailleurs. Bah ouais, vas-y, entreprends déjà et on verra. Bah, généralement, ils entreprennent ailleurs avec une cible française, tu vois. Genre, bon, c'est pas vraiment entreprendre ailleurs, tu vois. Ouais. Mais bon. Alors, Laetitia, puisque tu as la parole, je te donne une contrainte. Vous en parlez souvent dans Mastermind, là, ton podcast avec tes potes freelance. Les entreprises réduisent drastiquement leur budget marketing. Elles réduisent de 30%. Les marketeurs en panique. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lances comme business dans ce contexte? Pour les marketeurs? Non, pas forcément pour les marketeurs, mais il y a ce contexte-là, budget marketing coupé avec l'IA, etc. Ça, on en entend beaucoup parler. Les CMO, etc. sont en panique. Quel genre de business on peut lancer pour gagner de l'argent dans ce contexte? Alors là, j'en ai un, mais que je sais pas du tout quelle offre, comment le marketer, etc. Mais pour moi, en fait, dans une période comme ça, faut être pragmatique. Faut closer des deals, faut rencontrer un maximum de personnes. Dans un contexte où il y a de l'IA, où toutes les boîtes mail sont remplies, j'essaierai de monter un truc pour faire en sorte de vous aider à créer des micro-événements qui vous permettent de rencontrer les cibles qu'il vous faut et les convertir convenablement. Voilà. Événements physiques de ouf. Moi, j'en parlais avec des CMO alumni là, dans l'incubateur Solopreneur. Juliette Hervé, qui fait ça aussi, qui coach les entreprises à créer des événements physiques qui convertissent. Ou encore, elle avait aussi fait une offre, optimiser son budget marketing. Mais c'est bon ça. En fait, un truc de cost killer. Elle prend tout le budget marketing, elle coupe les trucs et voilà, ça c'est bon quand ça, les gens vraiment, veulent... Mais cost killer, les gens ils y pensent pas, mais c'est une méga opportunité pour vendre. J'allais dire sinon ton business. Le marketing se casse la gueule, faut des sales. Ouais. Allez, appelez Laetitia. Sophie, les salariés qui démissionnent n'ont plus le droit au chômage. Ou en tout cas, les droits baissent. Tu vois, parce que ça va être le budget, on veut plus payer les profiteurs, les entrepreneurs, ils toucheront plus le chômage. Imagine que tu es dans ce contexte. Qu'est-ce que tu dis aux salariés qui veulent lancer leur business, qui sont en panique? C'est la meilleure question que tu aurais pu me poser. On en parlait justement en off. Moi, je trouve que quand on te dit pendant 1 année et demie, t'inquiète, t'auras le droit au chômage, tu peux prendre 1 année et demie pour entreprendre, guess what? Les gens, ils entreprennent au bout de 1 année et 7 mois. Et subitement, quand ils ont le gun sur la tempe, c'est genre... Moi, perso, j'ai eu aucune aide. Je me suis autofinancée. Et malheureusement, j'avais mis trop d'argent de côté. Donc, j'ai procrastiné. Je me suis dit, j'ai 1 an pour entreprendre. Guess what? J'ai mis 1 an pour entreprendre. Moi, je pense sincèrement que là, je créerai même pas d'offres. J'en peux plus des gens qui créent des offres. Si tu veux te lancer, lance-toi. En fait, fais-le. Mais si vraiment il faut que je crée quelque chose pour répondre à ta question, je créerai une offre genre en 1 mois. Tu te lances. En 1 mois, en fait, crée-toi ton propre chômage. Crée-toi ton propre salaire et dépasse-le, ton chômage. Donc, je sais pas, je ferai 6 semaines pour doubler ton salaire actuel. Ok. Let's go. Ouais. Et pourquoi pas? Ou, je sais pas, 2 mois pour le quintupler, on s'en fout en fait. C'est quoi le chiffre? Un truc héroïste en tout cas, qui fait rêver le client. Et on fait ça facilement, parce que c'est ce qu'on parlait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui t'expliquent comment réussir, et c'est cool. Tu as 1 million de manières de réussir, c'est génial, tu as juste à choisir celle que tu préfères. Mais en fait, c'est trop compliqué. Je suis d'accord. Dans les faits, tu as besoin d'une offre, tu as besoin de la vendre, tu as besoin de la délivrer en kiffant. Oui. C'est tout. Et je suis d'accord avec toi, le côté accompagnement, style un peu bootcamp, 6 semaines pour, 12 semaines pour. Moi, j'ai même fait ça avec Solo Squad, mon offre d'agent IA. 4 lundis pendant 1 heure pour construire tes putains d'agents IA. Enfin, c'est pas compliqué. Ah, oui, c'est ton temps. Oui, c'est à la mano, c'est un Google Meet. Mais t'as pas besoin de créer un SaaS quand tu te lances. Et je suis trop d'accord avec toi. C'est un truc hyper humain, en fait. Je ferai pas écoute mes vidéos en mode les 45 étapes pour. Non. T'as 3 étapes. Et je le ferai avec toi. Genre, vas-y Roger, dis-moi. Vas-y Martine. Vas-y, Done for you. Done with you. Vas-y Soraya, je t'écoute, tu vois. Et en fait, c'est plus avoir de l'humain pour échanger
Et en fait, les gens, quand ils sont vus, quand tu vois les gens, c'est fou comment ils deviennent extraordinaires. Moi, mes queens, quand je les vois, quand je les écoute, j'ai rien besoin de leur dire comment faire. Elles ont juste besoin d'être aimées. Et là, Oui, donc toi, tu remets le one-on-one un peu au cœur des offres des gens, quoi. Et je suis d'accord avec toi. Souvent, moi, quand je vois les gens qui sont là, oui, donc moi, en fait, non, mais je t'explique, t'as rien compris, tu vends ton temps, nanani, nanana, moi, je vais parler aux gens. Ouais, je vais faire un truc terrible, ça. le plus qu'elle a possible. Et je dis quoi, mais tu vas pas voir Je tes veux clients. entreprendre, mais je veux pas parler aux gens. Non, mais non. en fait, les gens, ils veulent gagner beaucoup d'argent, mais ils veulent rien faire. Rien faire, ne pas vendre et ne pas voir de clients. Bah non, je suis désolée, à un moment, faut délivrer ta valeur. Je comprends pas, en fait, le concept. Ou bien t'as beaucoup bah alors toi, ça se voit que t'aimes les gens, tu vois, ou même Flavie, ça se voit qu'elle aime ses solopreneurs, etc. Mais parfois, c'est vrai que quand j'écoute des vidéos YouTube, je me dis, mais comment ils font de l'argent? Ils disent, ouais, moi, j'aime pas les gens. Donc, elle dit, mais tu fais un truc où t'accompagnes les gens pour devenir entrepreneur, etc. Ouais, c'est vrai que moi, je pense en fait. Donc, dans ce cas-là, il faut juste faire autre chose. Tu vends des produits à 100 balles à des gens que tu connais pas et c'est pas grave. Et je mets une petite pièce parce qu'on en parlait avec Valentine Elsmortel qui est aussi dans Solo Nation et je pense qu'on va faire un épisode sur ça. Est-ce que le chômage, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour les entrepreneurs en France? Parce que je trouve que c'est trop bonne chose. Là, ça va. Bonne chose. Mais ça va être hyper intéressant parce que moi, c'est sûr que je pense que je me serais jamais lancée sans chômage parce que j'avais juste un trop gros salaire et j'avais juste trop peur. Mais je vois aussi tellement de gens. Moi, j'étais coach en incubateur de start-up au départ et les gens, ils attendaient la fin de Pôle emploi moins 1 mois pour se dire, faudrait que j'aille trouver des clients. Ouais. En mode sales. Et moi, j'étais là, mais tu as fait quoi pendant 1 an et demi, en fait? Je construisais mon produit. Mais t'es un ouf. Tu construis ton produit sans client, quoi. Bon, bref. Du coup, il me reste qui? Tout le monde est passé? Tout le monde est passé. Et moi, si j'en ai un, voilà. Là, on a fait un épisode spécial LinkedIn. Donc, LinkedIn est mort et personne n'ose en parler. Sur le rich LinkedIn qui se pète la gueule. Ah, il faut que je le voie, ça. Et je sais que j'ai beaucoup d'incubés et j'ai beaucoup de gens qui me suivent qui sont copywriter, ghostwriter. Il y en a beaucoup sur LinkedIn qui sont gavés aussi parce que c'était un nouveau réseau social. Moi, je dirais, dès qu'il y a un réseau social qui se crache, il y en a un autre qui remonte en flèche. C'est une sorte de balancier. D'abord, il y a eu Insta se pète la gueule, il n'y a plus de reach, donc il faut tous aller sur LinkedIn. Maintenant, c'est YouTube. Là, il faut faire l'inverse. Il faut dire LinkedIn, machin, retourner sur Insta. Ou maintenant sur YouTube. Exactement. J'aide les influenceurs LinkedIn à aller sur YouTube, par exemple. Et parce qu'ils n'y arrivent pas forcément. Ils n'y arrivent pas. C'est un gros problème. C'est dur. C'est pas le même game, moi. C'est pas le même game. Et pourtant, c'est quasiment les mêmes compétences parce que c'est de l'écriture. Donc, un ghostwriter qui sait bien comprendre les problématiques et écrire, faire des scripts et tout ça, t'achètes ou pas? Ouais. Avoir quelqu'un qui t'aide sur ta chaîne YouTube? Ouais, complètement, franchement. Être flexible, agile, comprendre vraiment le besoin et avoir des trucs adaptés, pas la grosse montagne, la grosse machine pour un truc que j'ai pas besoin. Moi, j'achète direct. Et parfois, je pense que les gens, ils confondent leurs compétences avec leur verticale. Tu vois, par exemple, ils vont se dire, bah non, je suis copywriter LinkedIn, je peux pas être sur YouTube. Ta compétence, c'est pas LinkedIn. LinkedIn, c'est ton outil. Mais les compétences que tu mets derrière, c'est peut-être comprendre ce qu'un client raconte avec son jargon et le rendre intelligible pour un public, de lambda, quoi. Racontez-nous si vous avez envie de tester ces idées. Peut-être que certains d'entre vous font déjà ça. Et racontez-nous si vous avez d'autres problématiques. Parce que justement, on va attaquer le SAV du solo. À chaque émission, on vous coach en direct avec mes magnifiques invités. Profitez-en, ça sera vos 5 minutes pour vous débloquer, pour vous décoincer, pour vous motiver, vous donner envie de vous lancer. Allez, c'est parti, on va regarder la question qu'on a reçue aujourd'hui. Alors, le SAV des solos. Aujourd'hui, il y a une question. Alors, c'est anonymisé, là, pour le coup. Je peux comprendre parce qu'il y a pas mal de données perso. Donc, je vais respecter l'anonymat de la personne. Donc, Flavie, je suis en CDI depuis 7 ans. 42 000 € par an. Je rêve de me lancer en freelance, mais en ce moment, j'entends tout et son contraire. Mes collègues me disent que c'est la pire période. Sur LinkedIn, je vois des gens qui cartonnent, pourtant. Mon conjoint est stressé par l'idée que je perde mon salaire fixe. Putain, c'est trop marrant, c'est check. J'ai 15 000 € d'épargne. Donc là, je me remettrai à vous pour voir si c'est beaucoup, pas beaucoup. Est-ce que je me lance maintenant ou est-ce que j'attends encore 1 ou 2 ans que ça se calme? J'ai peur de le regretter si j'attends trop, mais en même temps, j'ai peur de tout perdre si je saute maintenant. Help. Alors, qui veut commencer? Si vous avez 1 minute pour... Moi, je veux bien commencer. Vas-y. Bah déjà, en fait, elle peut prendre un intermédiaire. Hein. C'est pas faire un gros saut comme ça... T'as 42 000 €, profite-en pour pouvoir y aller doucement. Sur le côté LinkedIn, ne crois pas à les gens. C'est pas ceux qui réussissent en bien ou en mal? En bien ou en mal. Il y a des gens qui disent rien mais qui réussissent grave et il y a des gens qui disent qu'ils réussissent, ils réussissent pas. Donc en fait, tu peux pas te faire ton avis sur LinkedIn. Tes collègues, probablement, ils ont envie de se lancer, mais ils projettent les peurs sur, la peur d'être tout perdre sur toi. Donc, ne les écoute pas. C'est comme ton conjoint. Et pour moi, essaye de prendre déjà
essaye d'avoir quelques clients déjà pendant que t'es en poste. Donc, essaye de sacrifier peut-être, je sais pas, moi, 2 soirées, etc. Moi, par exemple, j'ai lancé mon podcast avant de lancer mon activité. Ok. Donc, par exemple, voilà. Donc, essaye de faire un truc qui met ton pied à l'étrier, qui te donne la confiance pour après te lancer. Ouais. C'est-à-dire que tout quitter, tu vois, c'est comme quand tu montes une start-up. Généralement, ta start-up, c'est... Enfin, moi, ma boîte, c'est pas un truc qui est arrivé, genre en mode, genre, oh, ça y est, je veux monter une start-up, j'ai une idée. Non. Il y a une continuité, quoi. Enfin, c'est forcément des sujets que j'avais traités, et du coup, j'ai rencontré d'autres personnes, etc. Donc, il faut le voir comme une continuité. Donc, vas-y maintenant, mais essaye déjà de parler avec plein de gens. Peut-être de rentrer dans un incubateur pour rencontrer du monde. Et puis surtout, essaye de lancer un truc. Soit tu passes par la création de contenu. Ouais. Voilà. J'aime bien la piste Voilà. podcast parce que souvent, il y a des salariés qui me questionnent et je trouve que c'est bien un podcast, quoi. C'est classe, quoi. Personne va t'engueuler si tu lances un podcast. En Oui, fait. c'est ça. Donc c'est assez discret. Tu peux le lancer en secret sans rien dire. Personne n'a d'autorisation à te donner pour lancer ton podcast. C'est comme un hobby, un blog. En fait, C'est ça, un podcast, exactement. ça va être un TikTok, ce que tu veux. Voilà. Sophie, un conseil? Ouais, bah déjà, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. On aurait dit que c'était blanc ou noir. Les meufs, sa stratégie de transition, en fait, je comprends pas. C'est pas tu coupes le parachute et tu vas et après tu t'écrases au sol. Et en plus, comment elle en parle, on dirait que la seule option, c'est qu'elle échoue. Si elle se lance, la seule option, c'est de toute façon, ça va être la merde. Et moi, je trouve que le truc qui manque, que j'ai pas entendu, c'est mais tu veux faire quoi, meuf? On n'est pas au courant. C'est quoi la valeur que tu veux créer? C'est quoi l'impact que tu veux avoir? On sait pas. Et en plus de commencer tous tes trucs de com et tout, avant tout, moi, c'est quelle offre tu veux vendre. Parce que si tu fais ton podcast et que tu n'as rien à vendre, tu vas rien vendre. C'est ce que je disais tout à l'heure en off. J'ai commencé à vendre dès que j'ai sorti un truc à acheter. Bah oui, bah bien sûr. Donc, Moi, en fait, je gagnais pas d'argent au début non plus. Je savais même pas ce que j'allais vendre. J'ai fait pendant 2 ans. Vends ton truc. Mais pendant 1 an et demi, j'ai rien vendu. J'étais en mode genre, j'aime bien faire un podcast. Puis c'est comme ça. Tu n'avais rien à vendre, on pouvait Voilà. pas l'acheter. Ouais. Donc, en fait, c'est quoi la valeur que tu veux créer? C'est vrai. Crée-toi une offre et vends. Est-ce que je te coupe? Mais est-ce que c'est pas aussi peut-être ce persona-là qui rêve d'être entrepreneur, point. Tu vois ce que je veux dire? Le côté, en fait, l'entrepreneuriat, pour certains, c'est un rêve. C'est la coquille Mais pour vide, plus être quoi. salarié, pour plus avoir tel manager, voilà. Et c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que genre c'est un driver, donc de toute façon, elle saute, elle trouvera n'importe quelle offre parce qu'elle a tellement plus envie d'être salariée que ça va bien se passer? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas genre la mauvaise raison d'entreprendre? C'est-à-dire, Ça dépend de l'énergie, en fait. Ok. C'est un peu comme moi, au tout début, quand j'ai entrepris, j'entreprenais pour ne pas échouer, pour ne pas me taper la honte auprès de tous ceux auprès de qui j'ai dit je vais entreprendre. Donc, du coup, j'avais des petits résultats. Puis, quand j'ai entrepris pour changer le monde et pour créer un impact, là, ça a tout changé. Ok. Mais il faut être imperméable à ce que les autres disent. Tu fais plus la girouette, tu mets tes oreillettes, tu fonces vers ce que tu veux. tes œillères. Tes œillères. Les deux. Les oreillettes anti-bruit et les My œillères. God. Allez, Merci bam. beaucoup. Donc, tu mets tes œillères. Je dis, c'est quoi le C'est trop truc des chevaux, international. là C'est trop international. T'es dans tous les pays du monde en même temps. Tu reviens ici, c'est utilisé, voilà. quel enfer. Et en fait, tu fonces, écoute pas, fais-le et entreprends pour réussir. Entreprends pour changer le monde. Et quand je dis changer le monde, c'est pas obligé d'être Mère Teresa. Change ton monde. Ouais, grave. Tu vois, Très bonne ce que idée. je disais hier, je sais plus, j'étais sur un autre podcast et je disais, en fait, tu peux trouver que ton beau-frère, par exemple, qui est plombier, il galère. Et tu peux lui dire, mais moi, je pourrais tellement changer son monde. Vas-y, change son monde. Tu sais pas ce qui va passer quand tu auras changé son monde. Tu vas peut-être changer le monde de tous les plombiers de France. Ouais, Et là, tu hyper auras changé intéressant. le monde. Hyper intéressant. Commencer petit et après, ça Et t'emmène même vers pas changer le petit, parce que petit, Ouais. c'est juste une perception. C'est comment. monde. Petit en nombre, mais un truc. ouais, gros Tu pour vois, et la tu sais personne. pas ce que ce truc va t'amener. Trop bien, trop cool. C'est marrant parce que moi, il y avait beaucoup ce côté. Moi, j'avais le syndrome de j'ai pas de why. Tu sais, les gens, ils sont là, ouais, il faut que tu aies un why. Et contrairement aux start-upers, je trouve que les solopreneurs, on est plus en mode, bah, on veut une bonne vie, cool, tu vois, on se lance comme ça. Et après, j'ai réfléchi, j'en me dis, mais si, et tout. Et moi, je me suis dit, ah oui, mais oui, il y a 1 million de freelances en France, il y a 1 million de personnes qui potentiellement savent pas que on peut gagner plus en travaillant moins, en fait, le delivery, machin, les heures. Et je me suis dit, ah oui, bah, moi, j'aimerais bien que ceux-là, le million, ils sachent que ça existe d'autres façons de moins souffrir et de gagner de l'argent quand même, quoi. Mais je pense qu'il y a un travers auquel il ne faut pas tomber aussi quand on est diversifié, quand on teste un peu l'eau à côté, qu'on a cette sécurité, c'est qu'en fait, on fait 2 choses et on peut continuer longtemps à faire 2 choses. Ouais. C'est comme ça que tu as commencé aussi, Paco. Ouais, mais moi, j'ai un peu souffert de ça, tu vois. Ok. J'avais ce podcast pendant 5 ans sur les investissements et j'étais déjà... je quittais un peu mon entreprise de salarié et après, je me suis lancé en marchand de biens. Et j'étais pas full-time en marchand parce que je gagnais de l'argent avec mon podcast, tu vois. En fait, c'est ce gain que tu peux avoir avec un business. Le podcast, c'est pas un média, tu vois, sur le modèle sponsoring qui est viable, en fait, à long terme, je veux dire, tu vois, ça Mais peut tu peux marcher. pas gagner des millions. Non, il y a des moments où ça marche, des moments où ça marche pas. C'est vraiment, Mmh. tu vends de la visibilité auprès de sponsors qui veulent
approcher ton audience, c'est un business qui est quand même très volatile par ce fait-là. Ok. Tu vois. Mais là, est-ce que c'est pas là où justement t'as un entourage qui est là pour te dire genre coupe là, tu vois, c'est le moment où il faut que tu coupes. Moi je sais que j'ai un peu ce truc là, parfois je me mets en risque exprès et en même temps parfois j'ai des gens qui font attention là, tu prends trop de risques et à l'inverse ouais, peut-être que tu devrais lâcher ça. Ouais. Et je pense d'avoir parfois des groupes avec des gens qui te disent ouais là t'es pas focus, si tu veux vraiment réussir, enfin all in quoi, tu vois. Et c'est ça, ce que tu Ouais. décris, c'est diversifier, oui, pour se lancer, mais pas durer trop longtemps, C'est ça. diversifier. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il faut, quand tu te lances ou quand tu as cette période un peu de parallèle, c'est d'être très clair Une sur deadline. les KPI, Ah ouais. qu'est-ce que tu vas chercher, quels sont toi ton Combien, quel deadline. Voilà. Est-ce que à partir de quand tu dis ça marche, moyen, ça marche ou ça pas. marche pas. Ouais, c'est vrai. Si tu ne baisses pas ça, en fait, à vitam aeternam, Tu tu vas être un vivotes. peu entre les deux et tu vois, si tu suis deux livres. Bah, Hyper intéressant, hyper non, mais hyper intéressant. Et moi, pareil, je suis tombée dedans, en fait. Je pense parce que moi, ça aurait pu durer longtemps. Heureusement, après, j'ai été enceinte de mon deuxième enfant. Et là, je me suis dit, vas-y, meuf, c'est le moment. Parce que retour de congé mat, c'est le bon moment pour partir, en fait. Donc, merci finalement au momentum autre que le mien qui m'a mis sur la voie un petit bébé, comme ça, me dire, allez, let's go. Trop bien. Et ben, écoutez, c'était trop bien cette émission avec vous. Merci beaucoup pour plaisir. vos mots, quand même, je trouve à la fois réalistes et positifs. J'espère qu'on vous a grave donné envie de vous lancer. 2026, pour nous, je pense, c'est clair. C'est pas la pire année pour se lancer en freelance parce que, il y en a des biens, il y en a des moins bien. Vous allez vivre des trucs un peu cycliques. C'est juste une année comme les autres, pleine d'incertitudes et pleine d'opportunités. Ça sera à vous un peu de choisir votre camp et surtout de ne pas vous laisser paralyser en fait par l'inaction ou par le contexte, le qu'en dira-t-on, ce que pensent les gens, etc. C'est à vous de décider un peu votre trajectoire. Et puis, chaos is a ladder. C'est le moment de grimper les barreaux, les solos et de trouver les bonnes opportunités sur votre marché. Allez, on vous embrasse fort, on vous dit plein de bonnes choses pour cette année 2026. Envoyez cette émission à un pote ou une pote qui, au moment de commencer l'année, se dit « Oh là, ça va être chaud quand même, qu'il y a eu un peu des turbulences l'année dernière. » Nous aussi, on en a eu, on n'est pas mort. Et je pense que c'est un peu ça le métier d'entrepreneur. C'est de traverser les turbulences en faisant genre « tout va bien » et de se retrouver à l'arrivée au vol. Laissez-nous un petit commentaire, posez votre question pour les prochaines émissions, comme ça on fera des thèmes adaptés, on vous aidera à traverser cette année super bien. Abonnez-vous à la chaîne aussi, le Board Media, et si vous nous écoutez en podcast, laissez des étoiles et surtout, allez suivre aussi les podcasts, les chaînes YouTube, le compte Instagram de mes invités. Je vous mets tous les liens en commentaire, ils apprécieront énormément, vu le temps qu'ils ont passé aussi à préparer cette émission avec moi. Salut les solos, Ciao, et à la ciao. semaine prochaine pour un nouvel épisode de Solo Nation. Ciao, ciao. Solo Nation, Solo Nation.